Après qu'un film soit sorti au cinéma, après qu'il ait bénéficié d'une sortie physique en DVD ou Blu-ray, après qu'il ait été diffusé sur votre chaîne de télé préférée ou votre plateforme de streaming favorite, après qu'il ait subi les foudres de la presse critique ou la joie du public, il est temps pour ce film de passer une dernière épreuve. Il est temps de lancer l'ultime séance. Mec, c'est quoi le film? Putain, je trouve pas. Ferme ta gueule, c'est quoi ça? Quelqu'un a pas vu me mettre, s'il vous plaît? 3, 4... Allez, mets tes écouteurs, c'est l'heure de nous écouter. Que tu sois dans les transports ou sur le trône en train de jouer, tu peux noter sur ton carnet les films que l'on va citer. Tu peux vraiment nous faire confiance, ça y est, c'est l'ultime séance, et nos chroniqueurs vont bien t'étonner. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 3e numéro de l'Ultime Séance. Le long métrage au programme aujourd'hui n'est autre que Metropolis, sorti en 1927 et réalisé par le cinéaste Fritz Lang. Ce film sera-t-il descendu en flèche, réhabilité ou bien simplement apprécié à sa juste valeur par vos chroniqueurs? Pour vous répondre, nous sommes aujourd'hui tous mandatés pour co-présenter l'émission. Il y a, bien évidemment, Boris. salut. La magnifique Izzy. Hello! Et moi-même, Zach. Au sommaire de cet épisode, nous commencerons par l'ultime séance de Metropolis. Puis nous enchaînerons avec l'instant hors-champ où nos chroniqueurs auront carte blanche pour parler de ce qu'ils veulent. On commence de suite avec le cœur de l'émission, l'ultime séance. Le concept est simple. Nous regardons tous un film ensemble, et cette fois-ci, personne ne l'a vu auparavant. Aujourd'hui, c'est Metropolis. Dans un premier temps, je vais vous présenter le film et son auteur dans le synopsis. Alors, pour vous parler du réalisateur Fritz Lang, je me suis dit qu'on pouvait être assisté aujourd'hui d'un 4e membre. Et donc, j'ai fait appel à ChatGPT pour intervenir un petit peu. Alors, ChatGPT, est-ce que tu peux nous présenter Fritz Lang, nous faire un résumé de sa vie, sa carrière, ses films les plus importants et nous parler de l'héritage cinématographique qu'il a laissé derrière lui? Bien sûr Boris. Alors, Fritz Lang était un réalisateur, scénariste et producteur autrichien-allemand qui a laissé une empreinte durable sur l'histoire du cinéma. Né le 5 décembre 1890 en Autriche, et mort le 2 août 1976 aux États-Unis, il a débuté sa carrière dans le cinéma allemand dans les années 1910, en tant que scénariste. Lang est particulièrement associé à l'expressionnisme allemand, un mouvement artistique influent dans le cinéma. L'un de ses premiers succès majeurs a été le film « Dr Mabuse le joueur » 1922. Cependant, son chef-d'œuvre incontesté est Metropolis, 1927, un film de science-fiction révolutionnaire qui est devenu un classique du cinéma. Ce film a marqué un tournant dans l'histoire de la science-fiction cinématographique. En 1934, Fritz Lang émigre aux États-Unis pour échapper au régime nazi. À Hollywood, il réalise des films majeurs tels que M le maudit, 1931, et Les bourreaux meurent aussi, 1943, contribuant ainsi à l'industrie cinématographique américaine. Lang était connu pour son style visuel distinctif, utilisant des jeux d'ombre et de lumière pour créer une atmosphère sombre et intense dans ses films. Son influence sur le langage cinématographique est indéniable. L'héritage de Fritz Lang perdure dans le cinéma moderne, influençant des réalisateurs tels que Ridley Scott, Tim Burton et Terry Gilliam. Ces films continuent d'être étudiés et célébrés pour leur contribution à l'art cinématographique. Fritz Lang reste une figure emblématique de l'histoire du cinéma. Merci ChatGPT de nous avoir parlé de l'auteur. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler du film Metropolis? Et est-ce que tu pourrais le présenter en l'intégrant dans un podcast audio qui parle de cinéma? Bien sûr, Boris. C'est parti. Introduction musique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Cinéma en Focus, le podcast où nous plongeons dans les trésors du 7e art. Aujourd'hui, nous explorons un chef-d'œuvre emblématique du cinéma silencieux, Metropolis, de Fritz Lang. Musique transition. Metropolis, réalisé en 1927, est un film de science-fiction qui transcende les générations. L'intrigue se déroule dans une métropole futuriste, une société divisée entre les riches, vivant dans des tours luxueuses, et les travailleurs opprimés, exploitant les machines dans les profondeurs de la ville. Background Sons of the Metropolis. Au cœur de cette histoire, nous avons des personnages mémorables, dont Freder, le fils du dirigeant de la ville,
et Maria, une figure messianique prônant la paix entre les classes. Mais il y a aussi Joe Fredersen, le dirigeant de la ville, et Rotvang, un inventeur diabolique. Sound of the Machine, l'un des points forts de Metropolis, est son exploration de thèmes profonds. Le film aborde la lutte des classes, la technologie, la révolution ouvrière et l'humanisme. Il pose des questions essentielles sur la société et l'équilibre entre les puissants et les opprimés. Sound of a Robot, un moment iconique du film est la création du robot Maria par Rotvang. Ce robot sème la discorde parmi les travailleurs, conduisant à une révolte violente. C'est une représentation fascinante de l'influence de la technologie sur la société. Intense Music. Les effets visuels de Metropolis étaient révolutionnaires pour l'époque. Les décors de la ville souterraine et de la machine de Moloch sont mémorables. Ils ont donné au film une esthétique unique qui continue d'inspirer les cinéastes. Background Music Transition. Mais Metropolis ne se contente pas d'être un spectacle visuel. Il porte un message social puissant sur les inégalités économiques et la nécessité de la réconciliation entre les classes. Ce message résonne encore aujourd'hui. Music Transition. L'héritage de Metropolis est immense. Il a influencé la science-fiction cinématographique et l'art visuel. Vous pouvez voir son impact dans de nombreux films et œuvres de science-fiction contemporains. Background Sons of ACINEMA. Le film a connu différentes versions et restaurations au fil des ans. Oh, ta gueule, La c'est moi qui version dis ça. complète a été restaurée en 2010, avec des séquences longtemps perdues, permettant aux cinéphiles de découvrir le film dans toute sa splendeur. Conclusion Music. En conclusion, Metropolis de Fritz Lang est un chef-d'œuvre intemporel qui continue de captiver et d'inspirer les amateurs de cinéma. Son esthétique visionnaire et son message social puissant en font un pilier de l'histoire du cinéma. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un incontournable pour tout passionné de cinéma. Music Fade Out. Merci d'avoir rejoint cet épisode de Cinéma en Fade Focus. Out. Music Restez à Fade Out. l'écoute pour d'autres explorations cinématographiques passionnantes. À la prochaine. Outro Music, End. Moi, ce qui m'a tué, c'est les C'est long, transitions. putain. Ouais, c'est long un peu. En vrai, je pense qu'elle a plié le game et on peut remballer. Merci beaucoup, ChatGPT. C'est la fin du podcast. Allez. Je lui ai vraiment dit, écris-le en mode podcast. Elle a inventé un podcast. Elle a même mis les musiques partout ou les transitions. C'est ouf. Ouais, bien fait. Je me suis dit, vas-y, je pourrais tellement enregistrer un truc et j'ai rien à faire. Enfin, j'ai le texte déjà dit. Je le dis juste. Et je Bah mets les ouais. musiques où elle le dit, les machins. Non, mais du coup, ben voilà un petit peu pour une présentation succincte, j'ai envie de dire, du film et du réalisateur. Alors quand même, on va pas se foutre de la gueule du monde. Hein. J'avais des petits trucs à rajouter, et vous aussi, je pense. Donc, concernant les informations du film, il a été, à la base, c'est une adaptation d'un roman écrit par Thea von Harbou, qui, donc, à l'époque, je sais pas si c'était le cas après, c'était la femme du cinéaste Fritz Lang, et donc, ils ont écrit le scénario ensemble. Le film qui a été filmé dans les studios de Babelsberg à Berlin, et il était le plus cher de l'histoire du cinéma au moment où il est sorti. Mais, comme Zach en parlera peut-être plus tard, ça a été un énorme échec critique et commercial quand il est sorti, notamment commercialement. Il a coûté 5 millions de Reichsmark, et il en a rapporté seulement 75 000, soit 1,5% du budget. Mais c'est un film qui a été réhabilité dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre pour tous ses aspects précurseurs et la dimension épique qu'il dégage. D'ailleurs, c'est le premier film qui a été inscrit au registre international de la mémoire du monde à l'UNESCO en 2001, il me semble. Voilà, pour parler un petit peu plus de la conception du film, il a nécessité près de 1 an et demi de tournage, ou en tout cas 1 an et demi du début de la pré-prod jusqu'à la fin du tournage. Donc tourné entre 1925 et 1926. Et le but, c'était de concurrencer les super productions hollywoodiennes qui sortaient à la même époque. Voilà, je vais terminer par quelques chiffres. Dites-moi, qu'est-ce que c'est pour vous si je vous dis 620 620. Ça représente quoi pour vous? Figurants. Ah non, il y en a eu beaucoup plus de figurants. Si je vous dis 620 km. La taille Du des studio décors. Ça habite. Non, pardon. Du studio Non, c'est la taille, enfin, c'est la longueur de pellicule qu'ils ont tournée. Ah oui. Soit D'accord. près de 350 heures d'enregistrement, apparemment. Waouh. Pas mal. Bon, voilà. Ça fait beaucoup là, non? Et si je vous dis du coup 36 000,
Ça serait quoi? Figurant. Voilà, c'est bien. Ouais. Voilà. On a gagné. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Petite anecdote, je sais pas si je la garderai en montage ou pas, mais du coup, sa femme, après, elle a adhéré au parti nazi. Si, faut le garder, ça c'est génial. Voilà. Mais je pense on pourra le réévoquer plus tard. Voilà. Oh, bah, on va parler des nazis après, t'inquiète pas. Hein. D'abord, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le réalisateur? Est-ce que vous le connaissez ou pas? Vous avez vu des films de lui? Oui. T'as vu quoi? Je connais, mais j'ai rien vu, moi. Moi, je sais que ma mère m'a montré assez jeune M le maudit. Je devais avoir 12 ou 13 ans. D'accord. Et il m'avait traumatisé ce film. Du coup, je m'en souviens plus trop. Est-ce que très bien. tu saurais pas dire de quoi ça parle? Si, c'est un mec qui s'en prend aux mineurs. Genre, en gros, tu suis. Ok. Genre, c'est un meurtrier, quoi. Tu suis un Ouais, meurtrier. il me semble que c'est un tueur en c'est série, très sinon. sombre. C'était en. Aux mineurs, genre Cassette et les enfants? Oui. C'est un pédophile? Aux jeunes, ouais. Aux jeunes, je crois Pédophile ou tueur Non, en pas série qui pédophile, tue des je crois enfants? Pas pédophile, Oui, mais genre, c'est c'est un juste tueur des en jeunes, série. ils tuent des gens. Je crois, ouais, il kidnappe des Mais gens. c'est des D'accord. mineurs, il me semble. Normalement, c'est ça. Et du coup, ça fait un Ok. peu. C'est très sombre. Je me souviens juste que c'était très sombre, très angoissant. Ok. Mais j'avais beaucoup aimé. Mais tu vois, c'est très flou. Mais Je devais avoir c'est- 12 ou 13 ans, je m'en souviens pas très bien. C'est parlant, du coup, c'est pas muet. Il me semble que c'est parlant, ouais. Ok. Mais moi, je sais que j'avais vu des affiches ou des photos du film. Avec la Je- main, là. Non, c'était pas la main, ça c'est l'affiche, mais Ouais. je vois toujours une photo d'un mec avec un chapeau qui a la tête tournée un peu. Oui. Mhm. Et je sais pas pourquoi, il me fait penser à Orson Welles, le gars. Alors qu'il y a pas du tout Orson Welles dedans, je pense, finalement. Mais voilà. Et toi, du coup, Zach, Fritz Lang, ça t'évoque quoi? Un mec vieux avec un cache-œil. Oui, effectivement. Cache-œil ou un... Non, Un une monocle. sorte de bandeau de pirate là. Non, Ah non. ouais. Bah, à un moment, il avait un monocle et après, il a eu, à la fin de sa vie, là, il avait une sorte de cache-œil et tout. J'avais vu des vidéos de lui avec. Alors, je sais plus qui c'était. Ouais. Je sais plus si c'était pas Truffaut qui parlait avec lui ou je sais pas quoi. Jean-Marie Le Pen, non? Parce que Truffaut, j'ai l'impression que Truffaut, il a parlé avec tout le monde, mais. J'avais Ouais. vu des vidéos Très comme ça. sociable. Non, mais c'est un réalisateur que je connais forcément parce que c'est archi culte Bien dans sûr. l'histoire du cinéma. Mais c'est vrai qu'au final, j'avais jamais vu aucun film C'est vrai. de lui. J'avais emprunté le DVD d'Aime le Maudit quand j'étais à l'option cinéma au lycée et je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais rendu Et, aussi si, je l'ai rendu, mais je l'ai pas vu. Ouais. Et on avait analysé vite fait une séquence de Metropolis du coup. Ok. Et puis voilà, Metropolis, c'est un truc que je vois passer depuis longtemps et Bien sûr. je kiffe plein de trucs qui sont inspirés de Metropolis. Et, Sans et du coup, savoir. voilà. Et, si, en sachant que ça venait de là, justement. Non, mais je veux dire Mais, sans c'est avoir juste- vu le film Oui. dans oui, son sans- intégralité. Mais on a tous, Ouais. je pense, ces influences Oui, ou des ces images, images qui se sont gravées en nous sans savoir de quoi il en retournait. Quoi. Et il y a pas longtemps, j'avais découvert, parce que comme je m'intéresse beaucoup à la fantasy au cinéma, j'avais découvert Ah bon que Fritz Lang, il avait, oui, c'est bizarre, non? Il avait fait des adaptations Conan. du mythe des anneaux des Nibelungen. C'est des trucs de mythologie nordique avec Siegfried et tout. Et genre, le film, il est en 2 parties. Enfin, en fait, le total, ça fait genre 5h20. Genre, c'est ultra long et genre, c'est Wow. en 2 parties. C'est et une tout. mini-série. Et donc, pour ma part, Fritz Lang, j'ai regardé du coup sa filmo, il en a fait pas mal, mais c'est vrai que les plus connus qui ressortent, c'est souvent Metropolis, M le Maudit, et les trucs du Docteur Mabuse. J'ai vu une série de films. Et après, oui, je savais que du coup, c'était à la base un cinéaste allemand, d'où son nom, Fritz. Non, alors tu vas te calmer. Mais On dit. Fritz, Helmut Fritz, voilà. Helmut Fritz Lang, bon, Tu stop. fatigues, tu fatigues. Mais oui, qu'il avait eu du coup une période. Il a commencé dans le muet, noir et blanc, en allemand. Ou alors après plutôt parlant allemand. Et après, il a quitté du coup l'Allemagne quand c'était la merde. Et il est devenu un réalisateur aux États-Unis. Et donc, il y a sa période après américaine et tout. Et moi, la seule fois où j'ai vu Fritz Lang, enfin, j'ai pas vu de ses films. J'ai sûrement dû voir des extraits en cours pareil. Mais c'était pour. Si tu as vu Le Mépris de Godard, je sais pas si tu l'as vu, Zach, Toujours pas. mais en gros, il joue dans Le Mépris de Jean-Luc Godard. Il joue son propre rôle. Et du coup, c'est là que je l'ai découvert en mode vieux monsieur. Je crois qu'il avait un monocle et tout. Mais c'est vrai que j'avais jamais rien vu de lui. Je vais vous laisser la parole à propos de Fritz Lang ou de son film. Je pense, Izzy, tu voulais parler peut-être des inspirations du réal pour créer ce film qu'on pense du coup novateur, mais qui peut-être prend déjà à des choses existantes.
Oui, effectivement. Alors, je m'étais un peu renseignée. Bon, c'est pas très original, mes sources, c'est Wikipédia. Mais du coup, déjà en première référence qui m'avait particulièrement intéressée. Et du coup, on a l'artiste Paul Citroën. Donc, moi, j'aime bien l'art et tout. Donc, ça m'avait particulièrement intéressé, cette anecdote. Et pour le coup, Fritz Lang, bon, franchement, c'est un peu copier-coller le style de la ville. En gros, c'est un artiste qui a fait un photomontage intitulé Metropolis, sorti en 1923. Est-ce que c'est le mec qui a créé les Citroën ou pas du tout? Non, pas du tout. Je crois J'ai que c'est cru André aussi. Citroën. J'ai C'est pas le cru, même mec. mais en mode ah peut-être et en fait non. Ok, donc c'est un peintre. Ah, je ouais, vois. ok. Putain, il a tout pompé ce Et bâtard. du coup, ça Ouais, y c'est- ressemble. Bah, en vrai, c'est moins futuriste quand même. C'est mais, moins ouais, futuriste, tu mais sens je veux dire, l'esprit tu sais, quand un même. moment, par exemple, En dans plus, le il a début. appelé pareil. Hein. Il a appelé bien Bah, Metropolis. c'est pour ça, Ouais. Metropolis, c'est exactement écrit Ouais, pareil. ouais, bon, c'est un mode voilà. architecture grand gratte-ciel, mais bon. Ok. Voilà, bah c'est juste, en gros, il a repris. Yes, Et yes. après, il y a plusieurs de ses œuvres aussi, et on retrouve un peu le style, mais il y avait particulièrement cette photo, enfin, ce photomontage où il s'est clairement inspiré. Enfin, c'est assumé 100%, quoi. Et ensuite, il y a aussi un film soviétique de science-fiction qui est nommé Aelita. Donc, c'est de Yakov Protazanov en 1924. Zach, t'as l'air de connaître. Oui, effectivement, il y a des trucs qui ressemblent un peu, ouais. Ben, moi, je l'ai pas vu. Je sais pas, tu l'as vu du coup? Non, j'ai vu des bouts. Ok. Je l'ai téléchargé, faut que je le regarde. Ok, bah justement, à ce qui paraît, c'est pas mal inspiré. Enfin, c'est assumé, pareil. Après, il assume tout, au moins, il s'inspire de beaucoup de choses et tout. Et bah ça, j'ai pas vu, mais du coup, ça donne envie de le voir. Et ensuite, il y a aussi une inspiration directe de la ville futuriste de l'architecte Antonio Santeglia. Donc, c'est un architecte italien. Et en gros, oui, il s'inspire. Enfin, c'est un architecte, du coup, Fritz Lang, il est assez passionné de tout ce qui est architecture, tout ça. Donc, il récupère un peu tout ce genre de ville ou Ah quoi, de ouais. vision de ville, machin. Et du coup, il pompe un peu, voilà. En vrai. Ah oui, putain, je suis en train de regarder en même temps, c'est archi pompé. Ouais, voilà, tu vois. Mais bon, après, il en Non, fait en vrai, non, parce un que les univers. inspirations, tu vois. C'est quoi. juste une inspiration, il en fait Ouais, un univers. Lui, il a c'est juste inspiré, le mais- bâtiment. Lui, on fait un film, quoi. Et voilà. Et, Le 7ème art. et du coup aussi, à la fin, pour ce qui est de l'Android dans Metropolis, donc je savais pas, mais elle se nomme Futura dans Metropolis. Voilà, c'est son nom, elle a un nom. Et donc elle est inspirée de la Ginéide Adali de l'Ève future d'Auguste de Villiers de l'île Adam. Donc c'est un vieux truc assez ancien et tout, et donc ce serait l'Ève future. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Bah ouais, sacré, ça fait très français, et je me suis pas Auguste renseignée un peu de plus Villiers de de lui. l'Isle, tata. C'est un bourgeois, un noble. Oui, il a 2 x 2, alors... Mais j'ai regardé un petit peu ça, ouais, c'est... En gros, c'est les débuts de la science-fiction, fin du 19e siècle. Ouais. Et en gros, apparemment, c'est le premier bouquin où le mot android est utilisé. Et c'est un mec, Ok. c'est un mec qui est, du coup, il crée une femme à son image. Apparemment, il est assez misogyne, le truc, par rapport à notre époque. Enfin, bon, voilà. Et genre, du coup, c'est en mode robot, femme, tu vois. Donc, oui, ça rejoint totalement le côté nouvelle Ève, un peu ça aussi. Et après, bah, je crois que c'est... Ah oui, non, si, il y a aussi... bon, ça, c'est plus général, mais Fritz Lang, appartient un peu, grâce à son œuvre, dans le mouvement artistique de l'art déco, donc l'art décoratif, qui a commencé dans les années 1910. Il y a eu son espèce de boom dans les années 20, et ça s'est dissipé petit à petit vers les années 30. Et par exemple, on retrouve d'ailleurs un bâtiment dans Metropolis qui ressemble énormément, c'est le Chrysler Building à New York. Et ça, c'est ça le genre de style art décoratif. C'est vraiment axé sur architecture remplie de petits détails et tout. Et donc, je sais pas si vous voulez regarder une photo, mais en gros, c'est le truc à New York. T'inquiète, j'en parle après. Mais Voilà, le ouais, haut. c'est assez connu, le Chrysler Building, ouais. Bah, ok, je sais pas, vous disiez rien, donc... Si, bah, on te laisse parler. Ouais. Ok, C'est pas un ok. frérot. Bah, je sais pas, vous... On va pas t'interrompre. Comme si vous connaissiez pas, donc je le dis. Si, l'art déco, si, j'adore. Oui, l'art déco, c'est en architecture, ouais. Et, Mais après, c'est pas le style du film, c'est le style d'architecture qu'il y a dans le film. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas le style du film, pardon. Je me suis peut-être mal exprimé, mais en gros, c'est le style architectural dans ce film-là, c'est ça. Voilà. Et aussi, il parle de futurisme qui est encore différent. Et ça, pour le coup, futurisme, t'as plusieurs thématiques. C'est pas toujours très bien reçu, le futurisme. C'est souvent associé au fascisme. Et après, bon, ça, je m'y connais un peu moins, donc voilà. Mais en tout cas, c'est tout pour les influences, à peu près. Donc il y en a pas mal, et souvent, c'est surtout après pour l'architecture, les bâtiments et tout. Après, l'histoire, c'est encore différent, quoi. C'est inspiré de la vie réelle, au final. Ok, super. Et toi, Zach, je crois que tu voulais nous parler d'autre chose à propos du film.
Alors moi, je voulais vous parler des différentes versions parce que il y a eu beaucoup de versions différentes du film en fait qui ont abouti à celle qu'on a actuellement, qui est la plus proche de l'original qu'on n'a jamais eu. Donc en gros, pour faire l'historique vite fait, donc il y a eu la version originale qui a été une première projection à Berlin en janvier 27 et qui durait 2h33. Et en fait, après cette projection, elle a été tronquée par la censure pour sortir dans tout le pays en août 27. Et en fait, mais déjà, même avant cette sortie, enfin, je voulais dire juste, cette version-là, je sais pas exactement combien de temps elle dure, mais en tout cas, elle a été tronquée. Et en fait, il faut savoir que même avant cette sortie officielle et cette première projection, les Américains avaient déjà mis en chantier, c'est la Paramount, qui avait déjà mis en chantier une version plus américanisée, donc pour la rendre plus accessible avec 150 guillemets, parce que les ricains sont incapables de bouffer autre chose qu'un truc qui vient de leur pays en fait. Et du coup ils ont coupé des passages, ils ont changé des noms, et après c'est plutôt cette version là qui sortira dans le monde entier. Et du coup ça deviendra un peu le montage de référence de l'époque, et après donc les négatifs du film originaux ils vont être perdus. Salut Wikipédia ici, non? Ouais, bah bien sûr que c'est Wikipédia. Mais t'inquiète, j'ai d'autres dès après. Donc c'est le montage, voilà. Et après, je pense, parce que justement sur Wikipédia ils disent pas tout, et je pense qu'il y a eu sûrement plein d'autres versions qui ont été faites. Quand je dis plein d'autres versions, ça peut être juste des versions avec genre avec les intertitres traduits ou des trucs comme ça, ou des musiques différentes, ouais. Non, mais là je parle même quand il est sorti dans le monde entier en fait. Ouais. Et donc avec les intertitres traduits dans toutes les langues. Et puis je pense que dans d'autres pays ils ont dû censurer d'autres trucs aussi parce que. Ouais, la scène de la danse là. Aux États-Unis qui censurent. La dame. Ouais, il y a des trucs avec les regards des mecs en chien là. Ah, c'est dégueulasse. Incroyable ça. Horrible, incroyable cette scène. Horrible. Ah, ils avaient vraiment des têtes c'est terrible. Ouais. Bref, et ensuite, donc là après voilà, ça c'est un peu du père tout ça. Et il me manque un bout, elle est où? Ah non, c'est ça. Donc le film a été descendu à fond en fait à l'époque. Donc là j'ai 2-3 critiques que j'avais chopées justement. T'as pris il y a notamment H.G. Wells. Voilà, c'est ça, j'ai pris celle-là parce que c'est genre. Vas-y. Attends, qu'est-ce qu'il dit? dit Resitue qui est H.G. Qui est H.G. Ah oui, je l'avais Wells? lu. C'est un Je l'avais auteur. lu, elle est horrible. Un auteur qui a écrit quoi par exemple? Qui a écrit La Guerre des Mondes, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Oui. C'est lui, hein. J'ai vu d'autres trucs. Et c'est un mec qui pèse ouais, quoi. Il a écrit plein de trucs. Surtout, il a fait le. Oui, il Dans pèse de fou. En SF. C'est un auteur de SF reconnu. C'est pas lui aussi qui avait Voilà. organisé le prank aussi, du coup, à la radio, là? Non, Oui, ça, c'est La Guerre des Orson Mondes. Welles. Ah, Orson Welles. Oui, C'est une mais adaptation c'est radiophonique, c'est encore autre chose. de ça. Mais oui. Ouais. Et donc, il a dit, je cite selon Wikipédia, un ramassis d'à peu près tous les clichés, sottises et platitudes possibles. Genre la violence. Et surtout, il y a un gars qui a dit, donc Francis Coutard, que je sais pas qui c'est, écrit même en 62, selon Wikipédia, Métropolis est une œuvre fasciste pré-nazie. Alors qu'on va le voir que c'est totalement l'inverse et que justement Hitler a proposé à Fritz Lang de faire des trucs pour le parti nazi et qu'il a refusé, et qui s'est barré à cause de ça. Donc voilà. Ah donc C'est Francis Goebbels. Coutard, c'est un historien du Alors, cinéma. C'est apparemment. Goebbels personnellement On verra, qui lui a demandé en mode Coco, tu fais des beaux films. Alors, après, tu t'avances un peu, mais on va en discuter. Enfin, on verra que c'est discutable. La morale du film est discutable, Oui. effectivement. Bien sûr. Mais voilà, de là à dire que c'est un truc pré-nazi, bon, c'est un peu vénère quand même. Donc il a été descendu au début, et après, à peu près comme tous les chefs-d'œuvre du cinéma au final, et il va être réhabilité dans les années 60, notamment à cause de rétrospectives, tout ça. Comme Brice 3. Et il va y avoir un travail de recherche qui va être lancé pour recomposer le film vers la fin des années 80. Oui. Et en même temps que ça, il y a quelqu'un qui va vouloir faire sa propre version du film. Donc en 84, Giorgio Moroder, donc un compositeur de musique électronique, il va lancer du coup la création de sa version. Donc Moroder, c'est un peu le mec que tout le monde connaît sans vraiment le connaître. Il a composé et collaboré pour beaucoup de monde à l'époque, notamment Donna Summer, Elton John, Queen, David Bowie, Sparks, France Gall, machin, plein de trucs. Même Lady Gaga. Rien que il ça. a composé plein de BO pour des films, notamment pour Scarface, la géniale Incroyable. Midnight Express avec ses thèmes mémorables, Oh oui. et mon petit chouchou préféré, L'Histoire sans fin, bien sûr, Ah, dont pas vu. certaines pistes pourraient totalement passer pour de la synthwave actuelle. Il se place du coup en tant que grande figure de la musique électronique et a inspiré bon nombre d'artistes comme
les Daft Punk, qui auront un morceau avec lui et qui s'appelle de son nom. Et ces musiques sont aujourd'hui toujours utilisées dans des films, comme par exemple le morceau Tears, qui a été récemment utilisé avec ses notes de synthé et cette petite voix répétitive, qui a servi de musique promo pour le trailer et pour le générique de fin de Bac Nord. Du coup, cette version contient du coup une nouvelle BO avec des effets sonores plus contemporains, mais aussi une colorisation de l'image. Alors quand je dis colorisé, c'est pas comme Le Voyage dans la Lune de Méliès ou Jour de fête de Jacques Tati qui ont été un peu repeints sur la pellicule et on a une sorte d'impression de colorisation sur les vêtements et tout ça. Là, c'est dégueulasse. Là, c'est juste que non, c'est pas dégueulasse, c'est que c'est des filtres, c'est des filtres de couleurs. En général, jaune, bleu, rouge, vert, violet, qui donnent une ambiance en fait par rapport à la température ou à la temporalité de la scène. Par exemple, la scène de Moloch va être en rouge, les scènes de nuit vont être en bleu. Moi, j'avais déjà pu voir ça dans... du coup, il y a ça dans les Nibelungen aussi et dans Le Monde Perdu, le film culte de dinosaures qui a inspiré Jurassic Park, tout ça, de Harry O. Hoyt. Cette version, du coup, est construite à partir des bouts du film qui restent à cette époque-là, c'est-à-dire à peu près 1h20 au lieu de 2h33. Et la BO du film, elle est donc super électronique, assez moderne, même un peu trop des fois. Enfin, il y a des trucs, c'est limite du disco. Enfin, c'est du disco parce que Giorgio Moroder fait beaucoup de disco. Et du coup, c'est assez particulier. Ah oui. J'ai pas tout regardé encore, j'ai vu des bouts. Et ça a l'air vraiment, même si je pense que c'est très kiffant, mais ça détonne un peu, quoi, l'univers. Et donc, il y a même des chansons, notamment avec Bonnie Tyler dedans, Ian Anderson, qui est du coup le premier chanteur du groupe de rock prog incroyable Yes, et Freddie Mercury. Et je me demande s'il y a des images qui n'ont pas été retournées aussi, parce que il y a l'image de la statue de Elle, là, quand ils vont chez le savant fou. C'est un plan qui est pas du tout le même que dans le film, donc je pense qu'il y a des trucs qui ont été retournés et les intertitres sont des nouveaux. Enfin bref, ça change, mais du coup c'est vraiment une nouvelle version propre à Giorgio. Et donc à la fin des années 80, donc je dis il va y avoir un travail de lancé pour recomposer le film. En 95, une nouvelle version va être projetée à la Cinémathèque de Munich et elle fait cette fois 1h58 avec des scènes manquantes sont remplacées par des photos de tournage. Et en 2001, la fondation Murnau, donc Murnau, célèbre réalisateur allemand aussi de la même époque de l'expressionnisme, qui a notamment fait les classiques Nosferatu et Faust ou encore L'Aurore, va restaurer à nouveau le film. Puis, une vingtaine d'années vont se passer où ils vont chercher à reconstituer le film entièrement. Dans une version quasi intégrale, sera retrouvée à Buenos Aires, mais dans une qualité moins folle parce qu'ils ont fait un transfert dégueulasse sur une pellicule 16 mm. Et du coup, ça fait qu'ils ont croppé des bouts de l'image et tout, et du coup, c'est un peu chelou. Et du coup, de cette trouvaille et du mix avec la version conservée tronquée, va naître la version de 2010, qui est communément appelée comme ça, communément un peu appelée version longue, restaurée, tout ce que tu veux, inédite, qui va du coup faire 2h28, et que c'est celle-là qu'on a visionnée, qui est la version la plus complète et la plus proche de l'original, jamais refaite. Certains plans sont moins jolis que d'autres, dû à ce transfert douteux de pellicule, et certaines scènes encore perdues, et peut-être à jamais, on n'espère pas, sont remplacés par des intertitres descriptifs à la manière de par exemple, sur le Globe d'Argent, où Zulawski raconte les passages manquants de son film. C'est un peu le même d'elle. Il fallait quoi. qu'il la place. Voilà. J'étais obligé de le placer. Et j'étais obligé de le placer. Voilà, en gros. Et du coup, c'est la version qu'on a actuellement. La version, ils appellent ça version 2010 ou version longue, restaurée, inédite, machin. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense que vous avez mis un high kick à ChatGPT, qu'elle aille bien se faire foutre. Non, pour parler plus sérieusement, du coup, comme tu m'avais parlé, en tout cas, de la version musicale de Moroder de 84, je pensais que c'était impossible à trouver. Finalement, j'ai pu la trouver. Ouais, mais la qualité... Elle est sur YouTube, mec. Ok. Oui, d'accord. Faut vraiment juste taper, je crois qu'elle est en 3 fois sur YouTube. Ok. Comme le Mais film, non du Metropolis. coup, effectivement, j'ai vu, il durait 1h20, donc je me suis dit, c'est un remontage en version courte. Mais en fait, non, comme tu as dit, c'était l'époque où, ça veut dire que les gens, ils avaient pas vu Metropolis dans sa version telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il manquait plein de bouts et du coup, c'était une version tronquée. Et effectivement, du coup, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de voir vraiment le truc en entier, mais j'ai regardé des petits bouts pour comparer des scènes. Déjà, je voyais des couleurs. Comme tu as dit, c'est des filtres, il y a du violet, du bleu, enfin. Et du coup, je me demandais, est-ce que le film de base, il était comme ça? Parce que la version restaurée, c'est un très beau noir et blanc, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a souvent cette image, notamment du robot, qui est un peu en mode couleur or, jaune. Et du coup, je pensais que Metropolis était dans des tons sépia à la base ou quoi, et que, bref, ils ont voulu repartir sur un noir et blanc.
Et ouais, du coup, je pensais que c'était que de l'instrumental, des musiques un peu comme ça, synthé, que ça passerait très bien. Et ouais, je suis tombé sur les morceaux plus disco pop. Et c'est vrai que ça a détonné, ça faisait un truc un peu chelou. Et j'ai pensé au film The Wall de Pink Floyd pour le côté, vu que c'est un film musical entièrement, c'est presque un énorme clip qui dure 2 heures avec la BO de Pink Floyd qui s'adapte dessus. Donc voilà. Mais ouais, effectivement, il y a eu pas mal de gens qui ont fait leur propre version de Metropolis, ou surtout, en soi, les films muets, la musique, tu peux la changer du moment que ça colle ou quoi, tu vois. Mais oui, du coup, et c'est souvent ça en fait, parce que c'est même je pense, un bon exercice quand t'es musicien en fait de refaire la BO d'un film. C'est toujours un exercice assez intéressant de composer quelque chose sur des images. Et du coup, dans les films muets, c'est super simple parce que t'as pas de dialogue, t'as pas de, comment dire, de bruitage ou de pistes sonores qui t'embêtent. Là, t'as rien du tout, t'as juste un champ libre. Du coup, c'est souvent qu'ils s'essayent à cet exercice. Le premier exemple, moi, que j'ai vu en cours de cinéma, c'est Le Voyage dans la Lune de Méliès, avec une BO par les Français de R, ceux qui ont fait notamment la BO de Virgin Suicide. J'avais vu aussi Tundra, c'est un groupe de post-rock espagnol que j'aime bien, qui ont refait la BO du Dr Caligari, d'autres, Dagerloff et Gallner, qui ont fait des bouts de morceaux du film Aksan, la sorcellerie à travers les âges. Et bien sûr, du coup, on a beaucoup qui sont essayés à l'exercice de Metropolis. Donc on a des versions techno, des versions électroacoustiques, des versions trip-hop, des versions jazz, ou tout simplement réorchestrées ou rebruitées. Il y en a deux que je vais vous parler, que je retiens particulièrement. Donc il y a celle de Hardzoid, qui est un groupe de jazz rock prog un peu français, qui sont proches de Magma, qui ont aussi refait les BO de Nosferatu et Faust de Murnau, et du coup de Aksan dont je parlais avant. Mais du coup, c'est un peu loin de leur style de base. Et en fait, ils livrent une BO assez musique moderne, un croisement entre de la musique classique contemporaine, de la musique progressive avant-gardiste aux influences électroacoustiques, toujours avec une pointe de jazz expérimental. Et tout ça avec une pochette dessinée par Philippe Drouillet, donc célèbre dessinateur de bande dessinée, un des créateurs de Metal Hurlant, et qui, on le sait, l'a dit comme beaucoup d'interviews, son style s'inspire beaucoup de l'expressionnisme allemand. Et pour finir, je voulais vous parler de donc 2 albums qui s'appellent Vertical 1 et Vertical 2, qui sont composés par Cult of Luna, du coup un groupe de post-metal, post-hardcore, qui ont magnifiquement bien retranscrit l'univers en ajoutant à leur mur de sons de guitare super violents et mélancoliques de base de leur style, du synthé et des sons industriels pour encore plus coller à l'ambiance du film. Et là, pour le coup, comme c'est vraiment très atmosphérique et tout, je trouve que ça colle vachement bien à l'ambiance un peu justement noir et blanc et tout. Et ils ont souvent des pochettes assez noir et blanc comme ça. Et du coup, bah voilà, ça colle très bien, et groupe que j'ai déjà vu en concert et que je vous recommande parce que c'est vraiment exceptionnel et ça fait une ambiance de fou. Voilà, j'arrête la divagation musicale, même si j'en reparlerai plus tard. Maintenant, on peut passer à la bande-annonce. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de la bande-annonce? Et je pense qu'on connaît, puisqu'on est dans le filière cinéma et tout, on est assez fan, on connaissait tous de nom, mais est-ce que vous avez vu la bande-annonce, vous avez aimé? C'est quoi les pistes, les références que vous avez notées? Alors du coup, comme tu l'as dit, vu qu'on vient tous d'un cursus cinéma, c'est impossible de passer à côté de Metropolis, mais je pense aussi pour tout bon cinéphile qui se respecte. Et pourtant, même si tout le monde connaît le nom, connaît cette image du fameux robot, On l'a pas tous peu vu. de gens l'ont vraiment vu en fait. Donc moi, pour ma part, en ayant vu cette bande-annonce, j'avais déjà ce truc, pour moi ça se passait un peu dans le futur, il y avait un truc de robot. Le titre et le fait qu'il y ait des gratte-ciel un peu dans tous les sens, je m'étais dit on va parler il y aurait une espèce de mégalopole urbaine qui serait au centre du récit. Et puis même en voyant du coup les quelques plans dans la bande-annonce, on pense directement à des films récents de science-fiction comme Blade Runner ou Le 5e élément, dont on parlera sûrement plus tard. Ensuite, j'avais noté que ça avait l'air de parler un petit peu d'un bordel industriel avec des machines qui ont une place importante.
et que ça montrait des gros décors et des effets spéciaux assez impressionnants pour l'époque, en tout cas, et qui ont bien vieilli aujourd'hui. Donc ça, j'en ai déjà parlé, l'image iconique du robot avec ces fameux cercles-là autour qui sont non cercle, qu'est-ce que je dis, espèce de champ de force et qu'elle se transforme en Les femme. anneaux, là, ouais. Voilà. Du coup, il y a un petit côté aussi, il y avait un côté créature de Frankenstein, le fait de donner la vie à quelque chose d'inanimé pratiquement. Pareil avec des arcs électriques et tout. Et également, du coup, pour qu'est-ce que j'ai bien aimé dans la bande-annonce, et on y voyait la tour de Babel, donc qui est une référence biblique. Je sais plus exactement l'histoire, mais on aura l'occasion d'y revenir dessus. Mais c'est quelque chose d'assez... une image qui marque, enfin, on s'en souvient. Et on voit aussi également une représentation de la mort avec sa faux et tout. Et donc je m'étais dit, ok, pas mal d'images qui donnent envie de découvrir enfin ce classique du cinéma muet, quoi. Tu veux dire un truc, Zach, ou pas? Alors moi j'ai pas fait mes devoirs et j'ai pas regardé la bande-annonce. Mais... Sinon, moi, j'ai des trucs à dire. Non, mais je t'inquiète, je vais te dire des trucs. Du coup, ouais, j'ai pas regardé la bande-annonce, j'ai un peu zappé. Mais du coup, de ce que j'en connaissais, je savais que ça parlait d'un truc industriel. Je connaissais l'histoire de la ville du haut et de la ville du bas. Et que c'était un truc sur la lutte des classes, sur tout ça. J'avais déjà vu beaucoup d'images du robot, de la maison biscornue de l'inventeur, de ces plans de début là avec tous les rouages mécaniques, tout ça. Les plans de la ville, bien sûr, avec ses effets spéciaux très très stylés. Voilà, puis je sais que ça a inspiré plein de trucs que je kiffe, donc voilà. Et puis j'avais, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà un peu analysé une scène en cours, donc voilà. Mais c'est que je savais pas ce que c'était l'histoire en fait précise, je connaissais pas les personnages et je savais pas comment tous ces trucs que je connaissais allaient s'articuler entre eux, et c'est un peu ça qui m'a surpris. Et justement, le fait de pas avoir vu la bande-annonce, j'avoue que tous les trucs avec si j'avais vu aussi j'avais analysé aussi le passage avec l'usine qui se transforme en Moloch là, et que j'avais trouvé incroyable à l'époque. Et du coup voilà, mais de pas avoir vu la bande-annonce, genre tous les passages avec Babel, avec Babylone, tout ça là, ça m'a trop surpris et je les ai trop refait qu'il y ait ces trucs là dedans, parce que c'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup. Moi, je sais que j'avais, en regardant du coup la bande-annonce, comme toi, Boris, ça m'a fait penser à Cinquième élément, Blade Runner, Frankenstein, mais aussi Charlie Chaplin, les temps modernes. Bon, du coup, pour le coup, c'est assez... c'est juste les scènes dans l'usine, quoi, et ça m'avait fait penser, mais du coup, chronologiquement, c'est plus peut-être les temps modernes qui se sont inspirés. Mais, et aussi, surtout, 1984, c'était genre le premier truc qui m'est... Après Cinquième élément, c'était 1984, parce qu'il y a eu le roman, mais aussi un film adapté. Et pour le coup, au niveau graphique et tout, ça y fait penser. Juste là, c'est en couleur. Et t'as aussi le fait des hommes habillés tous pareils et tout. Enfin, c'est une dictature, quoi, donc voilà. Et aussi, Zach, tu vas peut-être me confirmer ça aussi, mais je sais pas toi, mais ça me fait penser à... Enfin, la créature, l'androïde, m'a fait penser dans la BD Carbone et Silicium, pour la machine. Juste son aspect un peu métallique, Ouais. tout ça, avec des câbles de partout et tout. Et genre, ça m'a fait penser à cette BD-là, et même l'univers et tout, comme est construit la ville dans cette BD-là, c'est un peu la même chose, genre c'est futuriste et tout. Et du coup, ça m'a fait vachement penser à cette BD-là, donc Carbone et Silicium. Mesdames et messieurs, merci d'éteindre vos téléphones et de manger votre popcorn en faisant le moins de bruit possible, car c'est l'heure de l'ultime séance. Alors donc pour cette ultime séance, on va s'axer sur 3 axes d'analyse qui seront dans un premier temps tout ce qui concerne l'aspect visuel du film, les décors, les idées de SF qui sont à l'intérieur. En gros, tout ce qui est la forme du film. Ensuite, on va s'intéresser plutôt au fond, avec les thèmes évoqués, que ce soit lutte des classes, humanisme, technologie, danger du progrès, etc. Nazisme. Et on terminera par parler de l'héritage du film dans les arts et les médias jusqu'à aujourd'hui. Alors on peut commencer directement avec, j'ai envie de dire, la direction artistique, les décors, l'aspect visuel du film. Qui veut se lancer ? Je veux bien si vous voulez. Eh bien nous voulons aussi. Pour commencer, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la DA, c'est vraiment un des trucs les plus impressionnants du film et un des trucs les plus magnifiques. Genre, vraiment, tout est trop beau dans ce film.
les décors, même les effets spéciaux, je trouve que c'est un truc de fou parce que les effets spéciaux, non, mais pas du tout vieillis. Ouais. Dire les éclairs, je me demande s'ils ont pas vraiment fait des arcs électriques avec des trucs, parce que les éclairs, tu vois, on a vu Devil Story l'autre jour, les éclairs ils sont plus claqués que Non, ça. mais tu peux pas comparer à Tu Devil vois Story. Ouais, mais justement mais par je rapport, sais, mais- Mais je trouve que c'est mieux fait des Mais fois les que effets dans ils sont des insane, films tous genre les effets sont magnifiques. Par rapport Marvel aux- ou quoi. Je par trouve que c'est rapport aux mieux arcs fait. électriques, on se Oui. posait la question, je me demandais si c'était pas directement sur la pellicule, tu sais, qui vont gratter la pellicule et Image ça par crée des image. trucs comme ça. Je sais Moi, pas. franchement, je pense pas parce que ça ressemble vraiment à des vrais ouais éclairs. Je pense qu'ils sont. Ah ouais. Mais oui, parce que tu vois quand c'est dessiné. Là, ça, on dirait vraiment des vrais éclairs. Et les pas- anneaux, c'est pas les dessiné, anneaux, c'est genre tu viens gratter Mais la les anneaux, pellicule je sais même pas comment et c'est tu... Bon, je pense qu'on peut Oui, trouver les oui, secrets de tournage, mais- tu vois. Mais oui, Ouais, c'est mais vrai on trouvera, mais ce qu'il faut dire, c'est que effectivement ces effets spéciaux là, bah ils tiennent encore la route près de 100 ans plus tard, quoi. Mais ouais, C'est ça qui est fou. c'est un truc de fou. Même les plans globaux de la ville, là, les voitures et les avions qui volent, Ouais, ça les marche. néons sont ultra bien faits, les lumières sont magnifiques. J'ai noté, les inondations sont super stylées, les explosions sont très cool aussi, le feu est super bien. Tout ce qui est les transformations et fondus de Maria en robot, c'est du fondu, mais c'est vachement bien fait aussi, je trouve. Ouais, ça marche. Et il y a ce plan qui m'a bluffé, c'est le plan de la télécommunication entre le chef de la ville là et le chef des machines, qui était incroyable. Il y a ça Et et ça, je sais pas comment ils ont fait, tu vois. ça c'était, je pense que c'est projeté, Oui, c'est de la projection. Ouais, mais je sais pas, je trouve ça stylé. Même Mais si c'est FaceTime vraiment avant super l'heure. bien Mais c'est juste que Ouais, à c'est ce ça. moment-là, il passe un coup de fil et je fais la blague à Izzy en disant ah, est-ce qu'ils vont nous faire le truc en mode FaceTime, un peu comme il y avait ça dans 2001 l'Odyssée de l'espace, mais c'est vrai que là c'est bien avant du coup. Et tu te dis du coup on était en mode oh, c'est une caméra et tout. Alors, c'est pas tout à fait au point parce que il y a le mec de l'autre côté, il regarde la caméra comme s'il parlait au chef. Mais le gars, il est juste au téléphone et puis il a pas le réflexe de regarder l'écran pour lui parler ou quoi. Oui, mais bon. On le mais pardonne, on mais le il y a pardonne. quand même l'idée quoi de oui. Mais si, il a un écran le gars de l'autre côté. Oui, hein. il a un écran, mais il le regarde pas juste. il est juste, il est avec le Ah, combiné oui. dans l'oreille, tu vois. C'est pas Ah, en oui, mode oui. automatique, Ok. mais il y a l'idée en tout Je cas vois, qui je est là. vois. Quoi. Et aussi des effets d'animation de texte que j'ai trouvé absolument sublimes. L'animation du titre est très belle. L'animation de quand le personnage crie Moloch, là, il y a une animation de fou qui est Avec des éclairs un incroyable. peu autour. Et là, l'animation, ouais. Et qui apparaît dans plusieurs sens. Et l'animation de Babel où t'as le logo qui coule et qui fait des trucs là. Ouais, Enfin, ouais, ouais. vraiment, je pense que ça a rien à envier à des animations faites sous After Effects maintenant, tu vois. Genre, c'est vraiment magnifique. Je sais pas comment c'est fait parce que c'est trop beau. Et du coup, tu disais, Boris, que c'était peut-être des trucs qui ont été refaits, mais je Alors, pense pas qu'ils auraient refait des trucs pour la version restaurée qui est censée être la version la plus proche de l'original. Mais dans la version de Moroder, ils y sont pas, celle-là. En fait, Non, ils ont rien non, mais refait. je te crois que du coup, c'est pas refait, c'est juste Enfin, nous je la pense. version qu'on a eue, du coup, les intertitres étaient en anglais et il y avait un message au début qui faisait tout l'historique en mode oui, c'est une version restaurée, machin, Oui. on a retrouvé des bouts et il disait qu'en gros les intertitres, ça avait été refait nous dans la version qu'on a vue en tout cas. Genre ils ont avec la typo de police et tout qui était changé machin. Mais je pense qu'ils ont juste traduit mais après peut-être que ces trucs de texte là, c'était pas la même typo donc c'était peut-être le truc de base d'origine. Bah non. Moi, sur la version que j'ai regardée, il disait que, en gros, tous les intertitres étaient de base. Ils ont juste retraduit avec la police de base les intertitres qui étaient en espagnol qui sont trouvés à Buenos Aires, là. Oui, voilà, Mais, c'est ça les nouveaux. parce que moi j'ai les intertitres en allemand. Et en fait, il y a juste des passages avec la police de l'écriture du début qui expliquent le contexte du film, qui sont là pour décrire les passages manquants. Voilà. Et mais même vrai, vu la gueule ouais. de l'esthétique des animations, je pense qu'elles sont d'origine. Et d'ailleurs, il n'y a pas tellement de passages manquants. Hein. Je crois que ça intervient à 2 reprises juste où il résume une scène qu'on ne voit pas. Ouais, c'est quand oui, la parce meuf que se fait... Maria se fait base, libérer, là. Oui, Et il y le en a un film autre de base aussi. fait 2h33 et le film qu'on voit, il fait 2h28. Donc si tu veux, il ne manque pas grand-chose. L'autre passage qui manque, c'est quand il va dans l'église et qu'il voit un prêtre en train de prier. Ouais, et c'est là qu'il voit le dessin de Babylone là, avec la meuf sur un dragon. Là. Moi, je pensais aussi pendant la scène de la danse. À un moment, il y a un plan avec plein d'œils là.
genre des hommes justement. Oui, oui, Et oui. ça, pareil, je trouvais Surimpression, ça oui, j'avais oublié ça, trop ouais. stylé, enfin très moderne Ouais. aussi. Ouais. Bon après, ça on en parlera plus tard, je sais, mais genre juste ça Non, aussi non, c'était un c'est des maintenant que tu peux plans. en parler. Non, non, Ah, ok. ça c'est maintenant. Hein. Ok, bah ouais, celui-là, il Non, m'a mais oui, il y a particulièrement ces- beaucoup, je sais pas, même toute cette séquence Mm. aussi, le montage super rapide et tout. Je sais Ah oui, pas, à un je moment, ça trouvais part en truc épileptique, t'es là, oula, frérot. Ouais, Et ouais. il y a Oh. aussi le moment où, tu sais, il y a Freder qui voit, enfin, en gros, on lui dit que Maria, elle est avec son père, c'est la fausse Maria. Ouais. Oui, Et genre, c'est là où il y a une séquence un peu il est un en peu mode horrifique, où psychotique. c'est non, un peu Ouais, genre. psychologique. Ouais. Ouais, c'est un malaise un peu, genre. C'est là que ça Mm. part. C'est très stylé, je trouvais. Je sais pas, je trouvais que ça faisait très moderne. En fait, c'est des effets à l'époque qui, je pense, ont été faits pour montrer plusieurs choses dans une même image, avec des effets de kaléidoscope un peu œil de mouche, tu vois, et qui aujourd'hui, en fait, deviennent des Banal. bijoux de psychédélisme, tu vois. Ah. Genre, mais je suis pas sûr qu'à l'époque, ça a été fait pour être des trucs psychédéliques, tu vois. Ça n'existait pas, le psychédélisme. Bah, c'est pour Dans ça, les ça années n'existait pas, 60. donc c'est ça. Mais du coup, ça fait, ouais, mais ça se rattache à l'expressionnisme, au surréalisme, tout ça, même si surréalisme, Alors, c'est plus tard aussi, je Justement, crois, parlant de l'expressionnisme, parce que donc c'était un mouvement artistique, pas que dans le cinéma, mais dans le cinéma allemand. Il y a pas mal de désaccords aujourd'hui entre les théoriciens du cinéma qui, pour eux, l'expressionnisme vraiment est représenté par le film, du coup, le cabinet de Dr Caligari, où on va avoir incroyable. tous ces décors peints avec ces trucs très biscornus justement, ou avec pas mal de jeux sur l'ombre et la lumière, et aujourd'hui je dirais un cinéaste contemporain qui est assez adepte ou qui a pas mal repris ça dans son esthétique, c'était Tim Burton, quoi. Ah bah, Euh, c'est toute son esthétique est basée là-dessus. Hein. Voilà. Il a juste rajouté les tourniquets, là, les petites sortes de petites spirales qu'il fout partout, mais sinon c'est Ouais. à peu près ça, quoi. Mais du coup, quand on voit Metropolis, il n'est pas toujours considéré comme faisant partie de l'expressionnisme. Et même Moi, j'ai Fritz vu- Lang, il avait dit, il veut pas se considérer comme. Oui. Pour lui, c'est pas un film expressionniste. Bon, après Fritz Lang, il a dit beaucoup de Oui, trucs. je sais, mais même, enfin, lui, il se dit. Non. Mais là, nous, on peut... Bon. En fait, ils ont parlé d'expressionnisme parce que il y avait quand même cette accointance avec... on retrouve les décors qui sont peints. Et il y a pas mal, des fois, de jeux d'ombre et de lumière. Je pense à la scène où Où il chasse Maria, là. il chasse Maria dans la grotte, là, avec la lampe qui tient... Ouais. qui vit sur elle, et puis on voit des fois juste des jeux d'ombre menaçantes qui apparaissent. Voilà, à plusieurs moments il y a ça, mais c'est pas aussi flagrant que dans d'autres films. Donc, Non, clairement pas. Ouais. et en plus, en vrai, l'expressionnisme allemand, c'est début des années 20. Là, on est à la fin des années 20, donc c'est un peu la fin. Moi, j'ai vu que c'était entre l'expressionnisme et un autre truc qui s'appelait la nouvelle objectivité, qui est un courant qui se retrouve dans la peinture aussi. Et Je non, crois mais qu'on en voilà, a du parlé coup, en cours, c'est mais l'Art Nouveau, je sais plus trop si on en a vu. Non, l'Art Nouveau, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. L'Art Nouveau, c'est les trucs tu vois, le métropolitain à Paris, Oui. les Oui. les bornes, Ouais, la ouais, c'est de métropolitain écrit comme ça. l'architecture surtout. Ouais. Ça, c'est l'Art Nouveau. C'est Ouais. le truc avec les tu sais, genre les affiches de ces années-là, avec des femmes comme ça, avec des pans et des trucs assez lyriques, tout ça là. Ok, ouais. C'est ça l'Art Nouveau. Mais du coup, ici, quelles sont les scènes les plus marquantes en termes de décor? Quand on nous présente la ville pour la première fois, donc on a ce décor de gratte-ciel. Notamment, j'ai lu que du coup, c'est pas mal inspiré de New York, que Fritz Lang avait visité en 1924. Et donc, il a repris un peu cette esthétique-là. C'est vrai qu'on se dit, le futur, ça sera quoi? Ça sera des gratte-ciel, ça sera quelque chose de très urbain, avec beaucoup de lumière partout. Ça fait penser aussi à l'éclairage public qu'il peut y avoir dans les rues de New York. Donc voilà, quelque chose de très fait de verre et de béton finalement. Et beaucoup de circulation, un trafic routier important avec des espèces d'autoroutes aériennes, mais pas tellement de trucs volants. On voit des avions, mais tu vois, il n'y a pas ce truc de... Ça Ouais. reste cohérent, quoi. Ça, Y a c'est pas les pas, voitures c'est qui pas volent cinquième de élément, haute justement. C'est ça. quoi. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais c'est assez marrant parce que le film Metropolis se passe, c'est pas dit dans le film, mais c'est censé se passer en 2026. Ouais. Donc, Ah ouais pratiquement, Ouais. 100 ans après qu'il soit tourné en 1926, donc 100 ans après. Ah Donc, oui, voilà. d'accord, ok. Et en soi, moi, j'ai trouvé, en ayant vu le film, que c'était pas si déconnant sur notre époque ou ce qu'on a traversé. Bah, surtout, C'était assez, ouais. Bah, on en parlera dans la partie d'après, ça. Ouais, c'était peut-être la transition. Non, je déconne. Non, je voulais Ah, tu veux pas continuer transition sur... Bah, je sais pas, il y a d'autres trucs à dire. Ouais,
Quels sont les décors les plus impressionnants pour vous? Dites-moi un chacun différent pour voir. Moi, j'hésite. Je te dis une catégorie de trucs qui m'a marqué. Et il essaie C'est d'esquiver les. les trucs, là. Non, mais c'est les références à la mythologie, biblique, tout ça. Ouais, ok. C'est la machine en Moloch. Et en fait, Yes. moi, ce que j'ai kiffé de fou dans le film, c'est le mixte entre le futurisme, enfin pas le futurisme, les trucs futuristes, Ouais. pas futurisme, et le côté biblique, mythologie un peu du sud, tout ça là, avec la machine qui se transforme en Moloch, la tour de Babel, tout ça là, je trouve ça vraiment incroyable. Mais après, en vrai, je trouve que tous les décors du film sont incroyables. Mais j'ai un mini truc à dire aussi. En fait, plus je voyais le film, plus je me dis, tous les décors sont magnifiques. D'ailleurs, je sais pas combien de décors ils ont construits parce que j'ai l'impression qu'il y a rien qui est du décor naturel. C'est que du décor ça construit. a l'air en vrai. d'être que du studio, ouais. Et en fait, il y a ce truc. Et en fait, au fur et à mesure du film, je me dis, il y a un effet quand même un peu. Genre, c'est trop propre, tu vois. C'est Oui, trop ça lisse. fait carton-pâte Genre, un peu. Ça fait un peu vide, tu vois. Mais on dirait pas que la ville est vide, tu vois. Mais en même temps, comme c'est un truc totalitaire et tout, je pense que tu vas en Corée du Nord, c'est pareil, tu vois. Ouais. Genre, C'est vide aussi. Bah, en fait, c'est vrai que les seuls moments où on voit la ville, ça va être c'est ces plans où on voit la circulation. Mais du coup, comment c'est fait d'après vous? C'est un mélange de miniatures, d'animation directement, un peu. C'est un peu ça, hein. Ouais, moi, je pour mon sais mélange exactement de- ce que c'est, mais. Vas-y, dis-le. Bah, c'est des maquettes. Les buildings, c'est des maquettes. Ok, Les voitures, c'est du stop motion. d'accord. Et le fond, c'est des matte painting. C'est des dessins. Oui, De toute oui, façon, le la matte plupart des painting. décors sont dessinés. Ok, voilà. Ok, très bien. Et toi, Izzy, il y a un décor particulier qui t'a tapé dans l'œil ou, je sais pas, une scène où l'aspect visuel était important? Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé les scènes où on voit les ouvriers dans le tunnel, là, en gros, lors de la Révolution. Genre, ils descendent les escaliers, tout ça, et t'as Ouais. le tunnel. Mais même quand on les voit au début aller au travail Ouais, dans justement. ce tunnel avec les C'est- grilles et tout. C'est ça. Moi, je sais que j'adore ce genre de plan. Et surtout qu'à un moment, ils arrivent, ils marchent en rythme et tout. Genre, ça colle vraiment Ouais. très bien. Et Mm. c'est très symétrique, carré, très épuré. Genre, il n'y a pas de motif, il n'y a rien. C'est tout plat et vide. Et Ouais. comme leurs âmes, au final, qui sont à cause du travail. Et ouais, je sais que j'ai beaucoup aimé ça. Et après, j'ai beaucoup aussi aimé la scène d'inondation où Ouais. ils se retrouvent sur le. Ah C'est ouais. quoi, c'est une statue, quoi. Ça Ouais, fait c'est tous radeau comme à la ça, là. fin, un peu, là. Ouais. Et Ouais. ouais, je sais pas, j'ai beaucoup aimé ces endroits-là. Et après, bien sûr, les peu de moments où aussi on voit la ville. J'avoue, j'avais envie d'en voir un peu plus, genre de la ville et tout. Mais je pensais qu'on allait plus voir peut-être un peu le monde d'en haut. Mais non. Mais Ouais, c'est c'est vrai pas, qu'on voit c'est pas- c'est on pas voit grave, que au tu vois. début. Mais on voit surtout au début et vers la fin, on voit les riches là qui font la fête. En fait, au final, tu dis il y a beaucoup de décors, mais en vrai, quand tu y réfléchis, l'intrigue, C'est Elle que en se- bas et du coup, c'est très épuré. l'intrigue, il y a elle moins se de- concentre sur, allez, quoi, 3-4 décors, hein. Non. C'est des Bah, t'as la maison du fou, T'as l'usine. t'as la ville où ils habitent, Ouais. machin, avec les immeubles, mais c'est vide en soi. Et puis t'as les quelques pièces où il y a le bureau du patron. Et puis voilà, il y a quoi d'autre? Ouais, mais en vrai, il y en a plus. Hein. Après, il y a l'église. L'église, j'arrive pas à Ouais, savoir si ah oui, c'est l'église, vrai. ils l'ont construite Ah. entièrement ou pas, ou s'ils ont juste fait des bouts, parce Ah qu'on oui, dirait quand vraiment on que voit l'église, elle est l'extérieur. entière, tu vois. Mais, Ouais. mais tu vois, ils Puis il y a mélangent le des toit et tout. techniques Non, je pense que... de miniatures, Ouais. de tout ça. Mais c'est pour ça que le film, il est encore ultra beau aujourd'hui, et vraiment, pour moi, il y a aucun effet qui a vieilli dans ce film, quoi. Genre, Pour les maquettes, en vrai, Tout passe trop bien. des fois, tu vois, genre par exemple, justement, la scène de Oui. l'inondation, à un moment, tu vois que les bâtiments et tu vois que c'est en mode maquette, tu vois. oui. Mais pour autant, je trouve ça pas Oui, mais... dérangeant, mais genre, ça va. comme tout est mélangé avec la pellicule, en fait, ça crée un truc qui fait que tout se colle et t'as pas ce truc de la 3D qui est pas pareil que le truc vu que c'est en dur. Mais tu sens que c'est Ouais, du carton-pâte, mais je trouve que Oui, parce pour que l'époque, c'est vraiment quand même des- un truc, c'est des même effets pour spéciaux. aujourd'hui, tu vois. Ah oui, je remets Effets pas en spéciaux, question. c'est vraiment quelque chose qui est fait lors du tournage sur le plateau. Donc, Ouais. ils utilisaient des techniques C'est de pratique. trucage. J'ai vu, il y avait pas mal... alors, je sais plus comment ça s'appelle l'effet, mais c'est genre, tu filmes des acteurs et tu filmes une maquette d'un truc et tu fais en sorte, avec un miroir, un système de miroir, que les deux soient intégrés oui. sur la pellicule en même temps. Comme un peu l'ancêtre du fond vert, finalement. Et donc, ça permet d'intégrer plus facilement... Ou de la projection en arrière-plan aussi. Ouais, mais là, c'est encore autre chose. Oui, justement. Mais c'est ils aussi étaient un inventifs, ancêtre, hein, ils étaient inventifs.
Justement, on parlait de C'est pas sorcier tout à l'heure. Il y a un épisode de C'est pas sorcier sur les effets spéciaux qui est très très cool, que j'avais beaucoup regardé quand j'étais petit. Et il explique ce truc de genre. Il t'explique tu filmes, King Kong, tu machin, filmes ces trucs-là, ouais. Ouais. En fait, il filme le perso sur son truc et après. Tu filmes un il y a endroit, le- tu caches le un dinosaure. endroit de la pellicule, et après tu filmes. Ouais, tu peux faire ça, ouais. Et après, tu filmes le reste et tu fous l'autre par-dessus et tout. Ou alors, tu reprojettes une image sur ça. C'est pour ça que dans certains films, moi, je vois beaucoup dans les films, mais plutôt des années 50, 60, 70, où t'as par exemple dans les trucs avec les animations stop motion de Ray Harryhausen ou les trucs comme ça. Et bah, dans ces films-là, avec des miniatures comme les Simbad ou les trucs comme ça, ou Jason et les Argonautes, en fait, tu vois tu vois que l'animation, le personnage en animation stop motion est super net par rapport au fond qui est super granuleux et super flou. Parce que ils ont animé le perso sur une bobine projetée et du coup tu vois vraiment qu'il y a une différence et voilà. Mais là il n'y a pas ça et ça se voit pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs en stop motion non plus, je pense. Mais comme tu disais, moi c'était plus le côté. On nous présente le titre quand même, c'est Métropolis, c'est c'est le nom de la ville, c'est un truc vraiment gigantesque où il est censé y avoir une énorme population. Voilà, c'est un gros foyer urbain très dense et finalement, bah en vrai il y a 3-4 personnages principaux et après il y a certaines scènes où il y a une masse de figurants, mais ça rend pas compte totalement de l'ampleur de cette ville, à part les quelques plans de coupe, j'ai envie de dire, qu'on nous montre. Parce que forcément, tu peux pas. Après, Voilà. t'es axé sur. Là, on se concentre sur les ouvriers, sur le monde C'est- en dessous. ouais. Parce que c'est peut-être Ben justement, ce qu'on veut mettre en lumière, justement. intéressons-nous maintenant à l'intrigue du film et plus particulièrement aux différentes thématiques qu'il traverse. Qui veut commencer? Moi, j'ai une anecdote Vas-y. qui lance J'espère un qu'elle est thème. drôle. Bah, je Ah te ben, l'ai dit let's tout à go. l'heure. Ah. Mais du coup, un des thèmes principaux qu'on retrouve, c'est notamment la lutte des classes. Ouais. Et justement, j'ai lu du coup toujours la fameuse source Wikipédia. Et du coup, Thea von Harbou, celle qui a du coup écrit La scénariste, oui. la scénariste et aussi femme de Fritz Lang. Ouais. Et elle considérait ça de collaboration des classes et non lutte des classes. Et c'est juste cette morale un peu qu'on retrouve à la fin. Ça, carrément, il y a un gars, un collaborateur du film qui s'appelait Zlatan Dudow, avec un W à la fin, qui quitte le tournage carrément en désaccord avec ça, avec cette morale du film à la fin, à cause de ses idées marxistes, genre dans le sens où elle était en mode non, c'est la collaboration des classes et non la lutte des classes, genre elle a insisté là-dessus, et du coup lui ça l'a suffi, et il s'est carrément barré pendant le tournage de ça. Donc ça a aussi été politisé, enfin de ouf, et même au sein du tournage, il y en a qui étaient pas d'accord et qui se barrent juste pour cette réflexion-là. Et après, quand on sait le sort de Thea von Harbou, on peut se poser des questions. Ouais, bon, alors moi j'ai entendu dire que Fritz Lang était pas forcément tout blanc dans l'histoire, mais qu'il essayait beaucoup de se dédouaner en disant ouais, moi j'ai quitté machin. En gros, apparemment, effectivement, le film il montre une lutte des classes puisqu'on a les opprimés en bas, la force ouvrière qui va être entraînée par du coup Maria, espèce de figure messianique. Pas tellement. Non, elle est pas pour la révolution, elle. Non, elle est là Mais pour la paix. quand même une espèce d'éveil des consciences, quoi, de votre situation, de machin. Ouais. Et donc, on a de notre côté le grand patronat, le capital, Emmanuel Macron. Et donc, on a son fils, donc comment il s'appelle, Frédère, qui lui Frédère, va être ouais. un petit peu l'électron libre qui gravite entre les milieux. Le bourgeois naïf, ouais. Le bourgeois qui se découvre une conscience de classe, je sais pas, un C'est transfuge vrai, ça. social. Oh, les pauvres. Pas mal, ça. Il y a un ascenseur social inversé, finalement. C'est vraiment le gars qui, genre, un matin, se réveille et se dit tiens, et Tiens, si fous, je les donnais pauvres. 50 centimes à un clodo dans la rue, tu vois. Non, 24 heures C'est avec un vraiment ça, clodo. genre. C'est comment il s'appelle le... Ouais, mais il fait pas ça C'est pour la vraiment fame. ça. Au début, je le trouvais un peu bon, frérot, tu te Thibaut réveilles InShape. maintenant. Thibaut Et InShape, après, il y a 24 quand heures même, avec un clodo. Ouais, il est un peu con, mais Il y a quand même une espèce de, je sais pas, ouais, il y a un truc naïf dans ce qu'il fait, même si au départ, c'est un charreau parce qu'il fait ça pour retrouver une meuf. Un peu l'impression. c'est vrai. Mais non, parce que Maria la désigne Bon, c'est comme le totalement ça. cœur. Oui, mais ça, Et après, il touche son cœur on va y après venir. pendant tout Non, le mais temps. c'est après. Alors justement, C'est bien après, ça. hein. Et justement, moi, Si, j'y si. voyais moi, j'y ai vu une analogie de la naissance du communisme au sein d'un système capitaliste, puisque, en fait, c'est vraiment avec des gros bâtons, pas très subtils, mais c'est notre regard d'aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, je sais pas. Et en plus, on est
en 1927, il y a eu... comment c'est la situation au niveau mondial? Il y a au niveau en Russie, les révolutions avec Lénine en 1917, mais il est mort en 1924. Et je sais pas si Staline a pris directement la suite. Mais toi, t'avais une analyse intéressante un peu là-dessus. Izzy, c'était quoi? C'était pour moi, en gros, t'as l'ambition de Maria, la vraie, on va dire, qui représentait un peu Lénine, tout ça, un peu dans le... Pas la naïveté, mais genre... Non, mais du coup, plutôt Karl Marx, on avait dit. Oui, voilà, plutôt La Karl théorie. Marx. Genre la théorie, tu vois, la L'utopie. scène... l'utopie, exactement, la scène théorie, tu vois, on va dire. Quelque chose de sain, quelque chose de sain, quelque chose de bon. Et après, on a le Maria Android, du coup, qui pour elle représente Staline, la dictature, en mode la violence prime, et à un moment, il faut se battre. Et du coup, ce décalage entre les deux, genre ce contraste entre les deux, machin. Après... voilà. c'est pas mal, j'aime bien. C'est pas mal, mais ça se limite parce que... En fait, Lénine était déjà... il Lénine s'est fait aussi, connaître c'est parce juste qu'il y avait des qu'il est révolutions mort, bolcheviques. Il est mort au bon moment, c'est tout. Et en soi, Karl Marx, qui a écrit des trucs là-dessus, qui a théorisé un peu le communisme, ça prônait quand même un renversement de la classe bourgeoise, en fait, le pouvoir donné au peuple, au prolétariat. Donc, même si c'était que des idées, il y avait derrière le côté, si vous voulez vous en sortir, il faut créer un changement, une révolution. Oui, mais lui, il a juste théorisé ça et il a jamais pu le faire marcher, alors que Staline l'a récupéré et a fait en sorte que ça marche. Lénine, il aurait pu être comme Staline aussi, je dis pas le... Ouais. Et donc... Il a pas eu le temps, quoi. Et du coup, effectivement, quand je me suis renseigné après sur le film ou comment il a été reçu à l'époque et qu'il est qualifié de fasciste ou pré-nazi, je comprenais pas forcément parce que moi, je pensais que c'était l'inverse. Mais effectivement, du coup, j'ai vu que c'était... Ce qui posait problème, c'est la fin avec donc le personnage de Freder qui fait le médiateur entre la tête et les mains, le cœur. Devant l'église, en plus. T'as Et cette poignée de main, cette collaboration, le fait, apparemment, c'est un truc plus proche du fascisme. Le fait de vouloir une collaboration des classes plutôt qu'un renversement de la classe dominante, qui serait plus rattachée au communisme. Et donc, c'est ça qui a été reproché. Sachant qu'en plus, après, du coup, il y a eu la scénariste qui a rejoint le parti nazi et que Lang s'est échappé, en quelque sorte. Moi, j'ai lu quelque part aussi qu'il n'était pas d'accord trop avec... En fait, il aimait pas son film par rapport justement à ce message-là et comment il a été reçu. Même au moment où il l'a réalisé, il n'était pas tout à fait d'accord, apparemment. Cela étant dit, aujourd'hui, je sais pas comment vous l'avez reçu. Moi, j'ai pas du tout vu ça comme un truc fasciste ou nazi. Plutôt comme un truc beau, enfin, assez niais, un peu niais. Moi, c'est juste la fin, j'étais en mode, c'est facile quand même, tu vois. Voilà, c'est ça. Genre, mais en fait, c'est très facile, utopique. mais c'est à l'époque, ça devait pas l'être, et tu vois, maintenant, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est que le truc est tellement universel que voilà. Mais j'avoue que j'avais pas vu ça comme ça. Moi, justement, j'avais plutôt vu ça comme un truc communiste, mais après, j'y connais rien, donc. Ouais. Donc j'ai pas ça, mais pour moi le truc de lutte des classes de nana. Mais c'est vrai que la fin, je sais pas, j'ai l'impression qu'à la fin il manque un truc, tu vois. Genre. Ça se finit un peu facilement, quoi. Ça, en fait, est-ce qu'on peut dire que non, j'allais te dire un truc de ouf. Vas-y. Est-ce qu'on peut dire que Metropolis est au communisme et au fascisme ce que Barbie est au féminisme ou ça passe pas? Je vois pas le problème. J'ai pas tout non, à mais fait dans compris, le côté traiter un sujet de manière simple et un peu niaise. Oui, je pense. Moi, je suis d'accord. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, après, t'oublies j'ai eu un que peu Barbie... j'ai eu un peu la même impression, tu vois. Après, juste, je défends Barbie dans le sens où en Europe, tu peux penser ça, mais dans plein d'autres pays, c'est pas le féminisme pour les nuls. Oui, y en a sûr. qui découvrent ça. Bon, Donc, après, on n'est pas là pour lancer des tirs à Barbie. Non, mais justement, je défends le film, genre, frère, voilà. Mais effectivement, on peut... après, c'est notre regard d'aujourd'hui, tu vois. Communisme pour les nuls ou quoi. C'est vrai que c'est très... En fait, c'est très manichéen. C'est les riches méchants tout en haut d'un côté, les pauvres en bas, opprimés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu regardes ça, tu fais putain, j'ai déjà vu ça 1000 fois. Sauf qu'effectivement... Mais c'est universel. C'est universel, mais oui. Mais c'est pour ça que ça parle encore aujourd'hui aussi, parce que c'est des trucs qui sont toujours d'actualité finalement. Et c'est que pour ça que le film traverse les temps et que je pense qu'il se regarde toujours avec plaisir aujourd'hui. Il y a un truc aussi que je voulais rajouter parce que j'ai repensé à ça en lisant mes notes, mais le côté aussi un peu nazi, tout ça là.
Moi, j'avais cru voir que c'était justement une critique du nazisme et tout ça, alors qu'il était en train de monter à l'époque, mais que parce que le début, moi, quand je suis allé à Berlin visiter les stades olympiques là, et en fait, genre le début là où ils font du sport avec le stade immense, avec les colonnes et les statues grecques et les mecs habillés tout en blanc, du corps, ça fait vraiment jeunesse hitlérienne, tout ça, tu vois. Mais du coup, je sais pas dans quel sens le prendre. Mais en même temps, c'est ça aussi qui est bizarre avec le film, c'est que personne n'est vraiment critiqué, tu vois. Ils disent que les pauvres font de la merde et que les riches font de la merde et que tout le monde fait de la merde, mais qu'au final, si on se serre la main, on est content, tu vois. Et il y a un truc un peu comme ça aussi. Par rapport au nazisme, je sais pas, à l'époque, c'était pas trop d'actualité encore. Enfin, parce que c'est en 1933 que... Oui, que c'est en 1933 que Hitler il accède au pouvoir et qu'après ça fait son essor et tout. Ouais. C'est pas... Il y a pas encore... C'est pour ça qu'ils disent c'est pour ça qu'ils disent pré-nazi. Oui, ça préfigure... Et tu parlais du fait que les pauvres font de la merde ou les riches sont pas trop critiqués. C'est vrai que j'ai vu aussi un peu une critique des masses finalement. En fait, le côté culte de la personnalité qui viendra justement avec les régimes aussi bien communistes que fascistes qui vont suivre pendant la période de la guerre. On a ce personnage-là de Maria qui sort d'on ne sait où et qui est écouté comme le Messie par ces gens-là, comme s'il faisait partie d'une secte, et d'un seul coup, d'un claquement de doigts, elle les convainc, ou quand après c'est son double maléfique qui prend la place, elle les convainc de renverser, et genre, il n'y a pas de réflexion personnelle ou individuelle, c'est vraiment ça critique un peu l'effet de masse pour moi. L'effet de masse. Je sais plus, moi j'ai mis manipulation de masse. Manipulation des masses, ouais, ça quoi. Ouais. Parce que genre, ouais, vraiment, ils changent d'avis, tu leur dis un truc, genre, ils suivent Maria et tout, et à un moment, elle change littéralement de discours, et ils sont en mode, bah, tranquille, et après, à la fin, il y a le gars qui dit, hey, ils sont où vos enfants? Ouais, c'est ça, et ils changent tous d'avis, tu vois, tout le temps. C'est ça. Ouais. C'est l'adhésion des masses que je voulais dire, mais voilà, ça rejoint ce que vous avez dit. Après, il y avait... moi, je voulais parler, donc forcément, ça parle aussi un peu de tout ce qui est robot, quoi, qu'on pourrait rattacher au transhumanisme. La science-fiction. Ouais, mais c'est en fait Metropolis, je pense que c'est un peu aussi une sorte de précurseur un peu dans ce qu'on appelle le cyberpunk. Tout à fait. Avec le côté transhumain, mi-humain, mi-robot, tout ça. La place des machines, moi, en fait, hyper important dans la société. Et est-ce que t'as fait exprès de mettre le truc de ChatGPT sur cet épisode-là? Bah oui. Parce que du coup, moi, je trouve que alors en fait, non, il y a ce truc pas de voulu. Ah bon? Parce que en fait, non, ce les truc gars, c'était pas voulu, je voulais juste vous faire marrer. Dans la scène où justement il y a Maria, le robot qui se change en Maria et qui va faire le truc. Moi j'ai vu un peu ça comme les IA qui pompent la voix des gens pour aller dire des trucs, et tu vois, ça m'a vraiment fait penser aux IA maintenant. Je me suis dit, c'est ultra actuel comme truc, tu vois. Et c'est pour ça que moi je pensais que toi, Boris, t'avais fait exprès de faire ça. Non, j'ai pas fait exprès, mais je suis un génie incompris, donc... Bah tu savais pas, alors, mais... après ça, tu vois... Je suis d'accord, exact, pour moi. Écoute, j'ai envie de te dire, cette réflexion-là... mettons, on aurait fait l'épisode il y a 5-6 ans, tu aurais pas eu cette réflexion-là peut-être. Parce qu'aujourd'hui, il y a un boom, non, je pense pas. Il y a un boom des IA dans tous les domaines. Donc effectivement... c'est super actuel maintenant. Mais voilà. Donc non, c'était pas calculé de ma part. Désolé. C'était juste une vanne. Mais ok, ça peut rentrer. Tu veux continuer, Izzy, sur ce côté, justement... représentation du progrès de la technologie. Est-ce que tu penses que ce film-là représente justement le progrès, les machines, la technologie qui ont quelque chose de nocif ou mauvais et qui va mener l'humain à sa perte, ou pas forcément? Bah si, justement, oui. Surtout que dès qu'elle est créée, du coup, l'android, les hommes, en gros, c'est le début de l'apocalypse et tout. Genre, il y a les péchés qui sont réveillés, on va dire. Les péchés du diable et tout, genre... qui sont en forme de statue et qui prennent vie, et enfin voilà, en gros c'est l'apocalypse qui est lancé et tout. Et t'as aussi le truc un peu de la perversité et tout, t'as en plus du coup c'est le robot quasiment dénudé, genre je pense à l'époque c'est quand même assez choquant de voir une femme avec des cache-tétons et tout, genre c'est faut remettre dans le contexte quoi. Maintenant on n'est pas choqué, mais à l'époque je pense que ça devait l'être. Du coup ça crée comme si c'était une sorcière ou quoi, genre, sauf que là c'est en mode robot. Après je pense que c'est en soi c'est un robot, mais elle n'a pas de volonté propre. C'est comment il s'appelle, Rodvang. Ouais, c'est lui qui le scientifique fou, ou le patron. J'ai pas tout compris qui veut devancer l'autre. Parce qu'à la base, il a créé le scientifique qui devance l'autre. Ouais, mais à la base, il a créé le robot à l'image de la femme défunte de l'autre.
Oui, mais c'est parce que je crois. Alors, j'ai pas compris. Au début, je pensais que le scientifique, c'était le daron de la femme de Frederson. Ah ouais. Et en fait, je pense que c'est juste qu'il l'aimait ou je sais pas quoi. Je Aussi. pense qu'il l'aimait parce qu'à Et un moment, du tu coup, sais, il a il dû prend lui le piquer. bras de Maria et il fait ouais, c'est bon, on va te refaire Oui. en Hell et tout. Enfin, Oui. Hell. Et, Mais en gros, c'est ça, c'est qu'il l'a fait pour la faire revivre. Et en fait, après, il a fait croire à l'autre qu'il pouvait les utiliser. Sauf qu'après, il lui a fait à l'envers parce qu'au final, ça va niquer sa ville en même temps, tu vois. Ouais, mais c'était En fait, quoi il a fait son ça, but il dit qu'il va lui faire prendre l'apparence de Maria pour qu'elle aille leur donner des idées violentes pour qu'ils puissent répliquer par la violence. Voilà. Et que ce Ce soit qui est légal. proche d'un système actuel, hein. Je dirais Les pas de émeutes. truc, mais il peut y avoir des répressions La BAC. du gouvernement, la police, ou une situation qui va amener des gens tendus à se défendre ou à attaquer pour finalement être réprimés violemment derrière, quoi. C'est ça. Mais ouais, je trouvais que c'était pas forcément très clair le plan du grand mania là où il y a un conflit aussi avec son fils. Surtout qu'à un moment, je trouvais ça pas logique parce qu'il veut essayer de mettre le corps de Maria dans l'androïde. Du coup, il a besoin de son corps et du coup, je m'étais dit mais comment il peut ça m'avait titillé pendant cette scène-là, c'est que s'il voulait ressusciter un peu ou mettre le corps de Hell dans l'androïde, comment il aurait pu retrouver son corps? Genre, il aurait pris je sais pas, son corps enterré oui. ou quoi. Non, Genre, je mais trouvais elle ça est pas morte. logique. Ça m'avait. C'était une incohérence Oui, mais si. dans le sens Mais Mais il non, aurait c'est fait pas une quoi? Il incohérence. aurait fait quoi? Vas-y, dis-moi, pour Zach. avoir l'apparence de Maria, il a pris le corps de Maria et il fait son gloubi-goulba, Oui. gloubi-boulga. Non, mais j'explique à Zach ce que tu veux dire. Bah, il a compris, je crois. Non, mais. Ok, bah Moi, pourquoi il j'ai n'y a pas compris. d'incohérence? Mais c'est juste que. Non, mais il n'y a pas d'incohérence parce que. Bah, pourquoi? C'est qu'à la base, il voulait faire ça et après, il s'est rendu compte en voyant la résistance qu'il pouvait piquer Maria et utiliser son invention qu'il a à la base fait pour faire revivre celle qu'il aime. Oui. Et il utilise Maria pour niquer les révolutionnaires. Oui, mais c'est le. Oui, mais Alors à la base, c'est c'est le pas ça mon savant. truc en gros. C'est comment il aurait pu ressusciter, enfin on va dire ressusciter entre guillemets, Hell sans le corps. Alors le truc de base, c'était Ah il oui. voulait que le robot ait l'apparence de la femme du gars ou que Oui. c'est ça. On se demande Oui, juste comment il aurait fait, sachant que pour le faire avec Maria, il avait besoin de Maria vivante pour je sais pas quoi. C'est juste ça, tu vois. Peut-être qu'il avait besoin peut-être que mort ça marche, j'en sais rien. Après, je pense qu'ils ont pas creusé la question. Ouais. Voilà. Non mais voilà, c'était juste un petit détail qui devait durer 2 secondes. Ça Ouais, mais durait c'est pas beaucoup plus vraiment une longtemps. incohérence, mais c'est un truc un peu bizarre, quoi. Ouais. Il y avait également l'humanisme. L'humanisme au XVIe siècle, qui était en réaction à la religion, le fait de mettre l'humain au centre de l'univers, au centre des préoccupations. Et ça, on le retrouve beaucoup avec Maria au début, dans les messages qu'elle délivre. Et elle a des trucs très théoriques, mais à la fois humanistes en soi. C'est genre... je sais, qu'est-ce qu'elle dit exactement? C'est genre, elle parle de la tête, les mains, le cœur, que en fait, les petites mains, c'est un petit peu la force qui porte le monde et que ils ont droit à une égalité entre ces différentes classes. Il ne devrait pas y avoir des opprimés et des oppresseurs. Mais il y a également du coup des références pas mal religieuses, mythologiques ou bibliques. Peut-être tu veux nous en toucher un mot, Zach? Il y a pas mal de références donc à tous ces trucs-là. Donc on a au début la machine qui se transforme en Moloch. Moloch qui est une divinité qui était priée un peu et adulée dans les régions. Alors c'est la région de Canaan à l'époque, donc c'est une ancienne région. C'est un truc de l'ancien Proche-Orient. Et en gros, c'est là où comment dire? En gros, c'était un truc où ils faisaient des sacrifices d'enfants et du coup, c'était des sacrifices par le feu et ils faisaient brûler des gens dans sa bouche. Et il y a plusieurs trucs de ça, notamment dans le roman Salammbô de Flaubert où on voit ça. Voilà. Et tu connaissais, après, tu connaissais ce truc Moloch ou pas forcément? Ouais, Moloch, ouais. Bah après, c'est un truc qui est pas mal réutilisé aussi. Tu sais, c'est des noms un peu genre comme Pazuzu, des trucs comme ça qui sont un peu réutilisés dans des trucs... parce que c'est des noms un peu stylés, évocateurs, qui voilà. Et donc moi j'avais vu dans ça parce que il y a du coup, pour reparler de Rui Avicii, mais j'en reparlerai tout à l'heure, qui a fait une adaptation de Salammbô en visuel et du coup je voyais ça. Et après du coup on a tout ce qui est avec Babylone, donc qui représente le mal, qui est représenté par Maria, si j'ai bien compris. Babylone. Non mais c'est ça, hein, on est d'accord. Qui était représentée par ça, qui était un peu la tentatrice du coup, qui amène cette thématique des péchés capitaux.
qui sont D'ailleurs, c'est un représentés petit avec... peu misogyne, ça, non? Oui, je pense, oui. Le fait Enfin, que la seule femme Antichrist de Lars von importante... Trier, hein. Oui, bah, C'est la même exactement. chose. La seule femme de l'histoire importante, elle amène le chaos parmi les hommes qui se deviennent des animaux, des chiens. Littéralement, Ouais, un mais sport en de- même temps- de C'est sexe. Ève. Comme Ève, on l'a punie parce que c'est elle qui aurait bouffé une pomme et du coup, bah, la femme c'est le mal et tout parce qu'elle a bouffé une pomme, donc c'est elle qui a causé la Ouais, merde, mais quoi. Ouais. C'est pareil, c'est pareil. en vrai, moi Je- justement, quand il y avait le plan des hommes, des mecs en chien, moi je trouvais que c'était plutôt une critique justement des mecs parce que t'as vu que les gueules qu'ils ont, ça, Ouais, ils ouais. ont des D'accord. gueules de démons, Mais tu vois. justement, ils sont Genre, j'ai possédés l'impression à qu'il y a cause de la femme qui les ensorcelle, tu vois. Ouais, Mais mais je sais en pas, fait, moi c'est le j'avais l'impression qu'il y avait une côté, petite critique beauté. quand même. Je pense qu'il y a une critique des deux côtés, mais quand même le côté Babylone, les 7 péchés capitaux, la destruction du monde, le fait qu'elle Oui, raconte oui. son récit, c'est pas anodin, tu vois. Oui, non, bien sûr. Et après, du coup, aussi, la dernière rêve, c'est Babel, du coup, la tour de Babel, qui est la tour où... Alors, c'est quoi ça, si je déjà, me l'histoire rappelle bien, ben, je sais plus trop l'histoire, mais c'est que c'est un Ah. truc avec les langues où ils ont créé une tour. Il Ah. y a pas un truc de langue Ils où doivent se c'est parce qu'ils se parler, mais comprenaient ils parlent. pas. Mais là, elle s'est dit, ouais, ils parlent pas la même langue. Non, ils parlent la même langue, mais ils se Mais ils se comprenaient comprennent pas. pas. Il y a un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un parallèle avec le truc de... Le truc de... quand, en fait, Frederson a dit à son fils... Enfin, non, il dit à son père où sont tous les ouvriers qui ont construit la ville, tu vois. Et il dit à leur place. Tu vois, genre, il dit ils sont dans les bas-fonds à leur place, tu vois, comme des pauvres. Et du coup, c'est là, ça fait un rapprochement, du coup, avec c'est Maria qui raconte l'histoire de la création de la tour de Babel, où les gars, ils étaient 4 et du coup, ils pouvaient pas créer la tour. Et du coup, ils ont fait venir plein de gens de partout. Et du coup, t'as plein de trucs comme ça. Et après, au final, la tour, elle s'est pétée parce que je sais plus quoi à la fin, bref. Mais du coup, la tour principale, en fait, c'est un peu ce truc de la représentation de la tour de Babel, tu vois. La tour du début. Voilà, enfin bref, mais dans tout le film, il y a plein de références bibliques, mythologiques, tout ça, un peu partout qui sont... Et oui, en fait, même... c'est que... En fait, oui, t'as l'impression, genre, Maria, c'est un peu le Messie, tu vois, et sa version robot, c'est un peu l'Antéchrist, tu vois, qui vient apporter l'apocalypse, comme on disait tout à l'heure, voilà. Tu joues vers ce parallèle-là. Intéressant. Et donc, juste rapidement pour l'histoire de la tour de Babel, donc, c'est après l'épisode du déluge dans la Bible. Alors qu'ils parlent tous la même langue, les hommes, ils vont atteindre une plaine et ils vont s'y installer. Là, ils vont entreprendre de bâtir une ville avec une tour dont le sommet va toucher le ciel, donc en soi se rapprocher de Dieu, ce que lui ne va pas apprécier. Et donc, il va brouiller leur langue pour qu'ils ne se comprennent plus. Donc, le côté, chacun a une langue différente. Et il est dispersé sur toute la surface de la terre. La construction cesse, la ville est alors nommée Babel. Voilà, c'est pour expliquer un petit peu les différences entre les peuples, j'ai l'impression. Mais il me semblait qu'il y avait un truc comme ça, peut-être de construction pour atteindre le ciel un peu, et que du coup, Dieu était pas content et il détruisait, je sais pas. Moi, je me rappelais qu'il y avait un truc avec les langues, mais je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que c'était genre, ils créent une tour pour pouvoir se comprendre parce qu'il y aura toutes les langues qui seront... Mais en fait, c'est l'inverse, c'est que après la construction de cette tour, ils se sont mis à tous parler le truc. Mais ouais, je trouve ça beau, le truc qui dit genre, ouais, ils parlent tous la même langue, mais ils se comprennent pas. Et c'est un peu ce truc de les riches et les pauvres parlent la même langue, mais ils se comprennent pas, tu vois. Parce qu'ils ont pas les mêmes trucs au final. Il y a plein de trucs comme ça, je pense qu'il y a un petit parallèle, quoi, voilà. Bref. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur le film En 2.2, il y a beaucoup d'images de grève et tout, mais qui du coup se rattachent à la lutte des classes, à tout ça. Et moi j'avais noté aussi chasse aux sorcières, parce qu'il y a ce passage où ils font cramer Maria là. Ouais. Et t'as un peu ce truc On a de parlé chasse un aux peu, sorcières, de trouver le responsable, tu vois. C'est un peu ça dans toutes les révolutions et tout, c'est un peu ce truc de... Il faut trouver quelqu'un à brûler pour servir d'exemple et pour se dire... alors que c'est pas forcément la personne responsable, mais c'est... il faut trouver un bouc émissaire à cramer pour... Pour l'effet de groupe, justement. Oui, c'est ça. Et c'est, pour donner ça, l'exemple et calmer même les masses. pour le truc de... Ouais, pour la manipulation de masse, tout ça. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup de trucs. Faire un En fait, martyr. il y a le truc de masse, ça se ressent dans le truc, mais aussi dans le... Comment dire ? Dans le visuel, tu vois, il y a beaucoup de masse, de gens qui se sont écrasés. Tu as ce truc avec les gosses qui s'entre-écrasent parce qu'ils peuvent pas sortir du truc et tout. Enfin voilà, bref. Ça d'ailleurs, c'est fou aussi, ce truc des gens qui sont tellement dans la révolution qu'ils oublient leurs gosses. Ouais, C'est un truc j'avoue. de fou quand même. Genre, ils sont où vos enfants en fait?
Eh bien maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des thématiques abordées par le film, on va pouvoir évoquer un petit peu l'héritage qu'il a laissé à travers les différents arts et médias jusqu'à notre époque, à quel point il a influencé la culture populaire, et dans quoi on va retrouver des traces de ce film qui est devenu un classique, comme dirait ChatGPT, des films silencieux. Ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Et donc, effectivement, c'est une œuvre qui a été, on peut dire, beaucoup pompée, notamment dans le cinéma. Moi, faut savoir que la première chose à laquelle je pense, c'est évidemment la ville fictive dans laquelle vit Superman. Donc, c'est vrai que quand j'ai appris qu'il y avait un film qui s'appelait Metropolis, moi, j'étais trop refait. Quand j'étais petit, je parle évidemment, je pensais que ça parlait de Superman, quoi. Après, j'ai vu ce truc de robot Android, je comprenais pas. Mais effectivement, j'avais pas forcément fait le rapprochement en mode ah oui, ça viendrait de là. Parce qu'en soi, c'est juste quoi, c'est une ville, mais c'est juste un hommage, une référence, quoi. Mais il y a rien de plus. Sinon, à part ça, on le retrouve l'influence dans pas mal d'autres classiques de la science-fiction. Enfin, je pense surtout à Blade Runner de Ridley Scott, notamment dans l'aspect de la ville tentaculaire, l'aspect architectural, pas mal de buildings qui reprennent un petit peu l'esthétique qui avait été amenée par Metropolis. Donc ouais, à ce niveau-là, on peut dire sans prétention que le film a une influence majeure. Et sinon, de par chez nous, le film Le Cinquième Élément, qui est plutôt, on va dire, franco-américain, où là, ouais, c'est beaucoup plus mis en avant, peut-être, qui lui-même pompe aussi Blade Runner. Donc, c'est je te pompe, tu me pompes, on se pompe. Voilà. À la fin, tu finis comme Thibaut InShape. Et donc là, ouais, on voit... après, moi, j'ai pas trop... Je l'ai vu une fois, le film, mais je me souviens des scènes avec le taxi volant, là, de Corbin Dallas, et qui passe entre les différentes routes aériennes, et on voit vraiment tous les bâtiments, tout ça. Donc forcément, à partir du moment où tu vois un film SF avec une représentation de la ville comme ça, tu peux penser qu'à Metropolis. Et sinon, rapidement, 2 autres références. Donc en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait Queen, le groupe Queen, qui avait repris des images du film dans leur clip de Radio Gaga, qui apparemment n'était pas très apprécié, la musique j'entends quand c'est sorti, mais qui apparemment ça a remis un petit peu au goût du jour l'esthétique de Metropolis, qui n'était pas forcément bien apprécié encore. Ou je dis des conneries, Zach me corrigera après. Mais ouais, voilà, ils reprennent des images et également des éléments du film au niveau du décor. Je sais qu'il y a un moment où il y a Freddie Mercury qui est sur la fameuse horloge là, dont on n'a pas parlé mais qui était assez marrante. L'horloge dans l'usine où ils doivent... je comprenais rien, j'étais en mode putain, c'est le pire boulot du monde. J'ai pas compris non plus. En fait, Izzy m'a expliqué, c'est juste, en gros, t'as des ampoules qui clignotent, et où ça clignote, tu dois mettre les aiguilles pour que ça s'arrête. Mais du coup, c'est permanent, c'est trop chiant. Ça arrête pas de bouger. Sinon, en fait, l'espèce de grosse machine qui régule tout, elle va se dérégler. J'ai l'impression que c'était ça. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, ça reprend un peu ça. Et sinon, référence de Weeb, c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Dans le manga One Piece, que je suis assidûment, mais j'avais pas forcément noté ça parce que j'avais pas vu Metropolis. Moi, je savais pas que ça parlait forcément de lutte des classes. Donc quand je l'ai vu, je fais c'est classique, on a vu tellement, mais bon, c'est un peu précurseur. Et donc il y a dans le manga One Piece l'arc de Dressrosa où il y a ce système de ville haute, ville basse avec les pauvres et les riches. Mais je vous laisse continuer un petit peu sur des références. Easy peut-être. Alors je sais que ouais, il y en a pas mal, mais en fait, je pense qu'il y en a tellement que je sais pas, j'ai pas tout en tête. Mais je sais que avec Boris et Zach, bien sûr aussi, on a pensé aussi tous à le design de C-3PO là, dans Star Wars. Ouais. Le robot du coup qui est clairement référencé, enfin genre clairement la référence à l'android dans Metropolis. Juste version homme, quoi. C'est vrai c'est que exactement la même chose. Et moi, pense. j'avais jamais capté, en fait. Ouais, moi non plus. En fait, je voyais l'affiche de Metropolis, mais bien plus tard, j'ai regardé Star Wars bien avant. Du coup, j'avais jamais vraiment capté le truc. Et justement, quand on regardait le film, j'étais en mode « Ah ouais, mais attends, mais ça ressemble à ça et tout. » Du coup, j'ai enfin capté. Mais je sais pas, Mais surtout, c'est le côté couleur or quand tu vois sur des affiches ouais, colorisées. c'est ça. Non, mais même en vrai, juste rien qu'en noir et blanc ou quoi, son truc sur la tête, c'est genre un rond avec une petite boule au-dessus. Oui. C'est je sais pas. C'est les robots boîtes de conserve un peu. Oui, bon. Ouais. Mais voilà, bon, déjà, du coup, ça, référence assez évidente. Même George Lucas, il a clairement dit en mode, bon, je l'ai pris, quoi. Et, de toute façon, George Lucas, il a tout pompé, il s'en cache pas non plus. Hein. Les couilles. Le film de le pitch de Star Wars, c'est un film de Kurosawa. Hein. Oui, bon.
Est-ce qu'on est là pour faire le procès de Georgie? Je crois pas, non. Non, Laissez-le c'est pas tranquille. un procès. C'est un procès. C'est juste. C'est un procès. c'est Le gars, il a l'adaptation, tout quoi. compris. Il a pompé ce qu'il fallait. Il a touché son fric. Et maintenant, il se la couille douce à Hawaï. Est-ce que tu peux en dire autant? Non, je ne crois pas, monsieur. T'as changé, Boris. Georges, je t'aime. C'est faux, je déteste Star Wars. Et aussi, du coup, comme j'avais dit dans les impressions dans la bande-annonce, il y avait aussi, du coup, le roman 1984. Je trouve que, du coup, il fait toujours vachement penser pour juste aussi ces idées de théorie un peu de renversement de la classe populaire et tout, des ouvriers surtout, des hommes ouvriers qui travaillent dans un monde... mais même, pareil, dans 1984, c'est un peu un monde, pareil, sous terre et tout, il n'y a quasiment pas de lumière, enfin, c'est un peu le même process. Et je sais que oui, j'avais lu ce roman, je l'avais étudié, j'ai vu le film aussi qui a été adapté, donc je connaissais très bien et j'avais jamais fait le rapprochement avec Metropolis parce que je savais pas non plus que ça parlait des classes, donc je ne savais pas. Mhm. Et du coup, je trouve que ça y fait vachement penser, surtout les scènes du début où on les voit tous marcher pareil, exactement. Voilà. Après, oui, Blade Runner, comme t'avais dit. Et après, je sais que, comme on avait dit un peu dans la bande-annonce, Frankenstein, tout ça, enfin, tout cela... Ah ouais, j'ai oublié Frankenstein. Ouais, après, c'est ce qu'on a déjà dit dans la bande-annonce, donc au final, après, pour une fois, je suis contente en mode... les impressions que j'ai eues sur la bande-annonce, c'était exactement les références qui allaient, et on avait... Enfin, voilà. C'était... même pour la BD Carbone et Silicium ou quoi, genre, je trouve que ça... C'est cohérent aussi, enfin, ça va totalement avec le film... Enfin, c'est en référence. Je sais pas si c'est directement référencé, mais en tout cas, ça y fait vachement penser une fois que j'ai vu ce film Metropolis. Parce que, Ouais, ouais, je pour vois, l'aspect de la ville et tout. En vrai, ouais, il y a des moments de la ville que tu vois, ça y fait penser. Mais comme dans trop de films, donc c'est un peu compliqué à classer. Mais voilà. Et après, Ok. c'est un peu tout. Je sais qu'il y en aura sûrement d'autres, mais viendront sûrement quand on arrêtera ce podcast, donc tant pis. Voilà, donc vas-y, balance-nous tout, Zach. Ok. Du coup, pour aller plus loin dans ce truc-là, donc je vais vous parler vite fait de films dans la même vibe et après de trucs d'œuvres, comment dire, transmédia qui ont repris un peu le concept ou des points de l'intrigue ou qui ont inspiré, enfin bref. J'ai vu Des qu'il trucs en rapport, y a des groupes de musique et tout, je pense que tu vas en parler, du coup j'attends avec impatience que t'en parles. Bah, on va voir. Voilà. Du coup, déjà, les films dans la même vibe ou dans le même délire, déjà, on a Metropolis de Rintaro, qui est un animé qui reprend un peu le principe de l'Android, tout ça, en centre de l'histoire. Après, on a aussi Alphaville de Godard, qui est un peu inspiré de ça. On a aussi Dark City de Alex Proyas. On a aussi les décors du Batman original de Burton. Et le film 2046 de Wong Kar-wai. Si vous avez aimé dans le film le concept de ville haute, ville basse, il y a ce principe qui est totalement repris dans Gun, le manga, dont Oui. Robert Rodriguez a fait une adaptation que j'ai pas envie de voir parce qu'elle a l'air toute claquose, qui s'appelle Alita Battle Angel. Ouais. Et du coup, voilà, t'as ce concept de ville du bas, ville du haut qui s'appelle Zalem. Voilà, donc c'est une ville qui vole en haut, et du coup t'as ce truc de l'héroïne, androïde, cyberpunk, tout ça, donc c'est un des mangas très très forts du cyberpunk avec Akira. Et c'est ça, justement, c'est... Je pense qu'on veut dire la même chose, mais Ah. vas-y. Non, mais c'est ça dont je parlais dans les C'est- influences. Oui. C'est C'est le film russe qui s'appelait Aelita. C'est le film russe, ouais, Et du Aelita coup, de Yakov Potrazanov en 1924, où il parle de ça. Mais c'est Oui, mais juste ça a une rien à voir. référence. C'est une référence. Non, si, parce que le personnage qui s'appelle Aelita, c'est dans la version américaine, je crois. Oui, parce que Bref, ou alors c'est en une VO il coïncidence. s'appelle Gali et s'appelle pas Alita. Ouais, voilà. Bah, par rapport au truc de base aussi, le fait que Metropolis est inspiré d'un truc russe qui s'appelle Aelita. Je pense qu'il y a un petit rapport. En tout cas, Je sais pas, ouais, C'était peut-être. noté comme ça aussi sur Wikipédia. Hein. C'est le W qui l'a Oui, dit. mais Hein. bon, Wikipédia. Parce que moi je te dis, j'ai que lu le manga et dans le manga il l'appelle toujours Gali parce que c'est son prénom. Et Alita, je crois que c'est sa version zonée américaine, donc. C'est juste que, attends, d'ailleurs, Gali, l'héroïne, se nomme Aelita dans un de ses rêves ainsi que dans la version américaine. C'est tout, voilà. C'est ça que Wikipédia dit. Et je pense que le nom dans ses rêves, Aelita, c'est la référence au film
soviétique. Oui, là. je pense, oui, ça c'est vraiment possible de fou par contre. Ah mais oui, mais si putain, mais oui, de fou. Mais non, parce qu'en plus dans le film, dans le film Aelita, c'est des Martiens et dans le manga, on apprend plus tard que Gali en fait elle vient de Mars. Ok. Donc c'est ça. Bah voilà. Parce que du coup, le manga, il y a plusieurs trucs. Parce qu'en gros, le manga, t'as les 9 tomes de base. Après, l'auteur, il devait pas finir, mais en fait, il a dû finir parce qu'il était malade. Et il a fini en balle. Et après, au final, il allait mieux. Du coup, il a refait une autre suite. Puis, il a fait, qui s'appelle Last Order. Et après, il a fait un truc préquel qui s'appelle Mars Chronicle, où on voit son enfance. Bref. Si vous avez aimé l'architecture particulière de la ville et les visions, voilà, il y a les BD qui s'appellent Les Cités Obscures de François Suiten, c'est trop dur à dire, et Benoît Peters, qui sont du coup, Izzy Suiten, c'est le mec qui a fait Les Terres Creuses, que tu m'avais offert et que je t'avais montré. Ouais. Et du coup, ils ont fait tout un... Ouais. Et ils ont fait tout un truc sur des cités aux architectures super bizarres. Effectivement, ouais, ça y ressemble beaucoup. Ensuite, si vous avez aimé du coup l'univers Art déco, un film qui reprend ça et qui est récent, on a Nightmare Alley de Guillermo del Toro qui reprend pas mal cette esthétique. Et sinon, bien évidemment, il y a la saga BioShock avec ces deux opus qui se passent dans Rapture, la ville sous-marine, et Columbia, la ville dans les airs, et du coup qui reprennent beaucoup cette esthétique et même, il y a beaucoup ce truc du communisme et tout ça dans BioShock, parce que c'est le chef utopiste qui va créer une cité sous l'eau, mais ça se passe pas comme prévu, nanana, voilà. Si vous avez aimé le côté biblique, mythologique, il y a un film qui s'appelle Cabiria, qui est un film italien de 1914, réalisé par Giovanni Pastrone, qui est adapté librement du roman Carthage en flammes de Salgari et de Salammbô de Flaubert, comme je disais tout à l'heure, et du coup qui a une scène aussi de statues géantes de Moloch qui bouffent des gens avec le feu, et qui du coup a inspiré aussi Griffiths pour son ultime film Intolérance, où on a un passage entier qui se passe à Babylone, où ils ont reconstitué Babylone, et c'était un des plus gros décors de cinéma construit à l'époque, qui a au final après été laissé à l'abandon. Mais voilà, on a un peu cette démesure qui revient là, et je pense que ces deux films-là ont un peu inspiré Fritz Lang pour ces trucs bibliques, un peu Babel, Métropolis, Babylone, tout ça. Ensuite, on peut passer sur un peu de musique, donc dans des trucs, là je vais surtout parler de métal. Allez, du coup, c'était sûr. Il y a Ghost qui prend un peu dans ses pochettes d'influence de Metropolis, tout ça, en les mêlant avec des imageries à la ésotérique, à la Aleister Crowley, tout ça. Donc aussi, on a un groupe de black metal assez avant-gardiste qui s'appelle Imperial Triumphant, qui est un groupe de New York, et du coup qui reprennent beaucoup cette esthétique art déco, tout ça, et qui font du coup une musique donc black metal très agressive, super chaotique et déstructurée, et il y a un côté un peu free jazz tout ça dedans, et qui colle à l'ambiance, du coup voilà, et ils ont beaucoup de pochettes en rapport avec un peu Metropolis, tout ça, et du coup comme ils vivent à New York aussi, il y a un peu ce truc là, comme New York a inspiré Metropolis, tout ça. Et voilà, donc ils sont ce côté un peu art déco, jazz de cette époque-là. Et ensuite, on a aussi Perturbator, donc le musicien de Dark Synthwave français, qui s'est beaucoup inspiré de ça pour son EP The New Models, donc The New Models qui peut se rapporter à aussi le truc de l'Android, tout ça, machin, le côté cyberpunk, et Lustful Sacrament, son dernier album, où il y a beaucoup d'esthétique et de ses clips qui ressemblent à des visuels de Metropolis. Et même en fait sur scène, il a un pentacle énorme qui est derrière lui, et en fait qui fait penser au pentagramme qu'il y a derrière le robot dans le film en fait, qui ressemble un peu à ça. Voilà. Et sinon, en truc plus français, il y a la comédie musicale Starmania, qui a été créée du coup par Luc Flamandon et Michel Berger il y a très longtemps, qui a un truc un peu de ce type-là, c'est un peu lutte des classes, tout ça, c'est un peu les pauvres machin qui vivent sous terre, et il y a le nouveau dirigeant qui va arriver, qui est une sorte de fasciste bizarre un peu, tu vois. Et en fait, dans la version 2022, là, ils ont refait une version, parce que ça date des années 70 à la base, donc il y avait, donc c'est avec France Gall, Daniel Balavoine, tout ça. Et donc là, ils ont refait une version en 2022 que je suis allé voir. Et il y a du coup des trucs projetés et qui ressemblent du coup beaucoup, là je peux pas vous montrer d'images ou quoi que ce soit parce que il n'y a pas trop d'images qui circulent de ça, mais des transitions qui ressemblent au
au visuel de la ville de Metropolis avec ses trucs en noir et blanc, tout ça. Il y a une esthétique qui ressemble beaucoup. Et pour une dernière divagation ultime, je voulais parler d'un jeu de cartes ultra connu qui défonce tout, qui s'appelle Magic the Gathering, qui a une extension récente qui s'appelle Les rues de la Nouvelle Capena et qui est très inspiré par l'art déco, avec un côté ville tentaculaire comme ça, donc qui s'appelle la Nouvelle Capena. Et donc il y a ce côté magie mélangé avec de la technologie, mêlé avec un truc un peu mafieux, tout ça. Et il y a certaines cartes en fait de terrain, donc les terrains c'est les cartes de base dans Magic qui permettent de tout faire. Et il y a des versions spéciales donc où toute la carte est représentée par un dessin et qui ressemble du coup aussi aux visions de la ville dans Metropolis avec ces buildings très droits et ces halos de lumière sur tous les côtés. Voilà, c'était la fin de mes divagations. C'était un peu long, mais j'espère que je vous ai conseillé des trucs qui vous donneront envie de fouiller un peu plus. La séance est terminée, il est temps de faire un bilan et de lancer le générique. And the winner is... Dans cette partie, comme d'habitude, on va faire un bilan général et attribuer des notes ou des récompenses. Qui veut commencer ? Allez, Izzy, commence. Alors, personnellement, j'ai beaucoup aimé le film en fait, j'ai toujours eu la flemme de le regarder parce que c'était trop long et muet, et voilà. Mais je savais que c'était un classique à regarder, donc je suis contente de l'avoir vu, et je suis pas du tout déçue, parce qu'il n'y a pas un moment où je me suis fait chier. Des fois, ça peut être souvent ennuyeux, quand il n'y a pas vraiment de moment, enfin, les plans sont un peu longs ou quoi, et là, pas du tout, genre, j'ai été prise du début à la fin. D'ailleurs, je trouvais qu'il passait assez rapidement. Donc j'ai beaucoup aimé, pour tous les aspects dont on a parlé auparavant. Et du coup, en tant que note, je pense que je mettrais bien un 7,5 sur 10. Et t'aurais une récompense particulière à attribuer ? Au gâchis de l'eau dans la scène de l'inondation, là. Genre, il y a trop d'eau qui sont parties. Pas mal. Et toi, Boris, du coup ? Je partage un peu le même avis qu'Izzy dans le sens où c'était considéré comme un grand chef-d'œuvre auquel c'est peut-être difficile de s'y frotter. Ou en tout cas, on met du temps, on n'est pas forcément préparé. On craint de force peut-être pas aimer ou quoi. J'avoue que quand j'ai eu 2h30 pour un film muet noir et blanc, j'étais un peu craintif. Et puis finalement, pareil, j'ai été embarqué à fond dans l'histoire, dans son truc épique et déjà bluffé par les images quand j'avais vu la bande-annonce. Donc j'avais très envie de découvrir un petit peu ce film précurseur de la science-fiction finalement. Et ouais, le fait que ça soit réalisé il y a près de 100 ans et que Fritz Lang était déjà visionnaire un petit peu sur l'époque actuelle. Donc je trouve ça très très fort. Et du coup, en note, je mettrais un 8 sur 10. Et un prix à attribuer, ça serait évidemment le prix de la meilleure actrice pour Maria, qui est apeurée dans cette espèce de grotte sombre et qui ne surjoue à aucun moment et aime bien se tripoter les seins pour toucher son cœur. Ah oui, c'est vrai. Il y a ça que je voulais qu'on aborde aussi, mais du coup on l'abordera pas, mais c'est pas grave. Mais il y a ce truc aussi, oui, des acteurs qu'on a l'impression qu'ils surjouent, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment du surjeu ? Non, c'est en mode théâtre, quoi. Est-ce qu'on peut de critiquer jouer ça ? Tu vois, même pas. Non, mais c'est mon regard contemporain, bien sûr, j'interprète. Mais à l'époque, c'est le standard, quoi, bien sûr. Et donc toi, Zach, quel est ton bilan sur le film ? Comme tout le monde, c'est pareil, ça fait très très longtemps qu'il traîne dans mes tiroirs ce film et que ça fait très longtemps que je veux le regarder, mais c'est pareil, ouais, 2h30 muet, c'est toujours un peu compliqué. Et donc je savais que le visuel allait me plaire, je pensais pas à ce point-là. J'ai vraiment adoré le visuel. L'histoire est aussi géniale, mais donc il y a ce côté un petit peu niais vers la fin qui m'a sorti un peu du truc, j'avoue. Mais voilà, mais c'est vraiment la force de comment tu fais pour montrer des trucs sans foutre des intertitres partout pour mettre des dialogues. Du coup, il n'y a pas ce truc de dialogue inutile. Toutes les phrases qui sont marquées en intertitres sont impactantes, sont bien écrites. C'est magnifique. Les décors et les effets n'ont pas vieilli, c'est juste incroyable. Et puis ce côté mythologique, biblique en plus, je trouve ça vraiment génial de mixer ça avec de la science-fiction. Et donc voilà, c'est vraiment un... Je comprends pourquoi ce film est culte, tu vois, et c'est magnifique. Voilà, donc moi j'ai mis 9 parce que je suis un gros forceur, mais en vrai, genre, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, genre, je trouve juste ça, voilà. Et pour le coup, oui, je pensais que j'allais me faire chier, et pareil, je me suis pas trop fait chier. Enfin, même pas du tout, en fait, parce que le montage est super dynamique, il y a beaucoup de changements de plan, il y a beaucoup d'effets visuels qui te tiennent en haleine et tout, enfin voilà. Et l'histoire est assez captivante au final. Et en récompense... des effets spéciaux réutilisables. Enfin, pas réutilisables, mais le prix genre des
des effets spéciaux qui tiennent le mieux le temps, quoi. Parce Qui ont que pas en vieilli, vrai, ouais. Qui sont Franchement, intemporels un peu. Oui, voilà. Voilà. Je voudrais remettre le prix des effets spéciaux intemporels. Parce que voilà. C'est un peu. Véridique. J'ai jamais vu un truc qui tient autant, tu vois. Il a dit les termes. On continue l'émission avec l'inauguration d'une toute nouvelle chronique qui sera exclusivement réservée aux émissions co-animées comme celle-ci. Une chronique où chacun de nous a carte blanche pour parler de tout et de rien. En soi, une sorte d'anti-chronique finalement. On vous présente l'instant hors champ. Allez, moteur. Dans 30 secondes, on raccorde absolument. Allez, moteur. Moteur. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur. Allons-y. Moteur. Oh putain, moteur. Alors du coup, qui veut se lancer en premier pour parler de tout et de rien? Easy peut-être? T'as quelque chose à nous dire? Oui, alors je sais que j'avais 2 recommandations que j'ai découvertes récemment, dont le film The Straight Story, soit une histoire vraie en français, réalisé par David Lynch et sorti en 1999. Et c'est un film que Boris m'a montré et qui m'a personnellement beaucoup touchée et tout, j'ai vraiment aimé. C'est en résumé assez court, c'est un papy qui fait un road trip en tondeuse avec une remorque en bois où il y a son lit dedans, enfin genre voilà. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Et en gros, il se fait ce road trip pour voir son frère malade et il traverse tous les États-Unis pour rejoindre son frère du coup qui est malade. Et voilà, donc c'est assez contemplatif, t'as pas mal c'est juste un road movie on va dire, mais en tondeuse, donc c'est incroyable. Et très beau visuellement, étonnant de Lynch. J'en ai pas vu beaucoup non plus de Lynch, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même pas du tout son style. Et là, c'est totalement différent, mais très très touchant par juste la simplicité de ce qu'il a pu faire. Et j'ai beaucoup aimé, même une petite larme à la fin, parce que c'était émouvant. Donc voilà, je recommande ça. Et aussi, il y a une série coréenne que j'ai découverte récemment, qui est sortie depuis peu sur Netflix. Donc voilà, ça s'appelle Mask Girl. Donc c'est une série coréenne sortie en 2023 par Kim Young-hoon. Pardon si j'écorche le nom. Et donc en gros c'est une femme qui est dans un bureau et un peu le boulot de merde cliché et qui se fait chier. Et le soir elle devient un peu une twitcheuse, une streameuse comme on dit, avec un masque où elle fait des danses un peu sexy tout ça. Et en gros son rêve c'était d'être une chanteuse, donc là elle y arrive à travers l'écran. Et ça va partir totalement en couille. Genre vraiment, le premier épisode et la fin n'a rien à voir. Et donc, critique de société, surtout sur l'apparence. Et en gros, c'est vraiment axé sur chirurgie esthétique. Donc, tu n'existes pas si t'es moche. Tout est une question d'apparence. Si t'es moche ou juste si t'es pas refaite, t'existes pas, t'es pas une femme, machin. Donc, il y a un peu un message féministe. Et chaque épisode, tu suis un autre personnage. Et le style varie de plus en plus. Et voilà, très bonne découverte. Au début, on s'attend un peu à un truc cliché. En fait, on est vachement surpris. Il y a aussi des moments un peu gore. Donc voilà, je recommanderais ce film et cette série. Voilà, c'était tout pour moi. Du coup, moi, je voulais vous présenter 2-3 trucs que j'ai achetés. Enfin, dont un qu'on m'a offert, que mes 2 acolytes m'ont offert pour mon anniversaire, qui est L'épée sauvage de Albert Pyun, qui est sorti en steelbook chez Carlotta il y a pas longtemps, et qui est magnifique. Le steelbook est d'ailleurs plus magnifique que le film, qui est un film d'heroic fantasy très très cool, qui lorgne un peu vers le nanar quand même, on va pas se mentir, mais pour les amateurs du genre, je recommande, c'est très sympa. Sinon, j'ai acheté aussi récemment le Blu-ray de Je t'aime de Alain Resnais, qui est un film absolument magnifique c'est donc un peu un film de science-fiction où un mec qui a plus rien à perdre, qui vient de faire une tentative de suicide, va se faire approcher par un laboratoire pour faire une expérience d'une machine à voyager dans le temps. Et en fait, la machine, elle va en 1 minute ou 1 seconde, je sais plus, ou 1 heure dans le passé. Sauf qu'en fait, il se retrouve bloqué et du coup, il revit tous les instants qui l'ont mené à son suicide en boucle. Et le film est génial, le film est beau et touchant et assez terrible, mais c'est vraiment magnifique et je le recommande très fortement. En plus, il est pas long du tout, il fait genre 1h30 et il est très très beau avec de très bons acteurs. Donc Claude Rich dedans, incroyable. Et pour finir, le dernier truc, c'est un DVD, parce qu'il n'existe pas en Blu-ray, d'un film français qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Jackie Caillou, qui est un film qui se passe dans un milieu un peu rural de montagne. Et en gros, je vais pas en dire beaucoup parce qu'il faut découvrir ce film, parce que au début, on n'a pas l'impression, au début, on a juste l'impression que c'est un film de campagne et tout, mais après, il y a
d'autres choses qui se cachent. Donc je vais vous lire le résumé. Un village de montagne, haut dans les Alpes, Jackie Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une magnétiseuse guérisseuse, reconnue de tous. Alors que Gisèle commence à lui transmettre son don, une jeune fille arrive dans la ville pour consulter. Une étrange tache se propage sur son corps. Certain qu'il pourrait le soigner, Jackie court après le miracle. Voilà, donc en gros c'est un truc un peu qui mélange les genres et tout, mais il y a un truc que je peux pas vous dire, voilà. Si vous voulez découvrir le film, mais voilà, c'est un peu cette ambiance de rural, de petit village de montagne où tout le monde se connaît, tout ça, et du coup il y a des trucs un peu de guérison, de dons, de machin, voilà. Et c'est très touchant, très beau, et voilà. Il y a un petit côté un peu documentaire aussi, hein, quand même. Ça fait un peu ça, même si c'est pas du documentaire, mais il y a un côté réaliste, quoi. Du coup, Jackie Caillou, c'est réalisé par Lucas Delangle. Et donc, voilà, je vous conseille. Et je vous conseille, du coup, aussi, si ce genre de film vous plaise, d'acheter les DVD et tout de ce genre de film, parce que c'est plutôt ce genre de petits films qu'il faut acheter en physique, plutôt que des gros trucs qui ressortent 50 fois, pour aussi montrer que le film peut marcher après sa diffusion en salle. Non, mais c'est vrai. Je suis désolé, mais c'est vrai. Si on ce peut genre de propager petits trucs, la bonne déjà, parole. c'est ça, c'est un peu ce genre de truc aussi. Des fois, c'est un peu des miracles que ça sorte en DVD, ce genre de truc. Parce que, en vrai, j'en avais jamais entendu parler avant de voir le DVD, justement. Et du coup, voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces mots doux. Et moi, je vais terminer en vous parlant rapidement du festival qui est en ce moment à Venise. Donc, la Mostra de Venise. Je sais pas le combienième c'est, mais du coup, c'est un festival tous les ans, période septembre-octobre, plutôt septembre, qui arrive post-Festival de Cannes où voilà, de nouveaux films sont présentés qui vont égrener un petit peu l'année cinéma. Et cette année, il y a pas mal de gros noms. Alors, il n'y a pas de présentation vraiment d'équipe avec les acteurs parce qu'il y a une grève en ce moment à Hollywood des acteurs et des scénaristes envers les gros studios. Mais parmi les films qui m'intéressent, il y a le nouveau film d'Harmony Korine, Agrodrift, tourné avec Travis Scott en infrarouge. Je suis très curieux de ce que ça peut donner. Et sinon, rapidement, dernièrement, les films qui ont fait du bruit, il y a eu The Killer de Fincher, qui sortira sur Netflix en fin d'année. Qui fait du bruit, en tout cas, il y a eu une première bande-annonce. Et Ferrari, le biopic sur Enzo Ferrari, je crois, par Michael Mann, avec Adam Driver dans le rôle titre. Et juste parler du coup des 2 trailers de ces 2 films qui sont sortis que je trouvais intéressants, car dans une ère où les bandes-annonces sont devenues professionnelles dans l'art du divulgachage. Et c'est vrai que les bandes-annonces sont de moins en moins bien faites et souvent elles vont faire un résumé de l'œuvre. Et j'aime bien quand on retrouve de temps en temps des bandes-annonces épurées qui sont juste là pour nous montrer un petit peu un montage d'images sans parole, juste de la musique ou des bruitages et voilà, en fait c'est tout simple. On a la bande-annonce de Ferrari, du coup en soi c'est un biopic, il n'y a pas grand chose à spoiler de très important, mais c'est plus ça nous montre une ambiance et t'as des bruits de moteur derrière et tout, et un peu la vie de ce mec là, on va comprendre qu'on va le suivre à travers ses relations de couple, sa famille, machin, la création des voitures, sa place dans les courses automobiles. Voilà, ça donne envie. Et pour celui de Fincher, The Killer, du coup, là on est sur un truc un peu différent, un montage très dynamique, assez rapide, en rythme, avec une musique certainement composée par Trent Reznor et Atticus Ross, ses compositeurs attitrés, et avec une voix off de Michael Fassbender qui répète un truc en boucle, un peu comme un mantra, et ça donne très très envie. J'espère qu'il va revenir très fort avec ce thriller, je l'espère, qui est d'ailleurs scénarisé par celui qui avait écrit Seven. Donc voilà, ça va revenir dans des touches un peu plus sombres, un peu à la Gone Girl ou Seven, je pense. Et sinon, un autre truc rapide dont je voulais vous parler, c'était la série live-action de Netflix, l'adaptation du manga de Eiichiro Oda, One Piece. Donc j'ai regardé 8 épisodes avec Izzy récemment, et du coup, moi étant plutôt un fan de la licence, j'avais de grandes craintes, et finalement, je trouve qu'ils s'en sont sortis plutôt pas trop mal, même si adapter un shonen sur le papier, c'est toujours casse-gueule. Il n'y a jamais eu vraiment de grande réussite à ce niveau-là. Et donc là, j'ai l'impression de voir des cosplayers échapper de la Japan Expo qui nous ont donné un peu de budget et des caméras avec des grands angles pour faire une série. Voilà. Mais quand on outrepasse ce truc-là, même si ça a l'air un peu rushé, c'est assez fidèle au personnage. Pour faire simple, j'ai trouvé que c'était une adaptation pas trop dégueu, qui se regarde. Ça reste un peu moyen, mais... Voilà, et puis peut-être Isis, si vous voulez dire un mot là-dessus, vu que toi tu l'as regardé avec moi, mais que t'es pas du tout affilié à l'univers, qu'est-ce que t'en as pensé ? Justement, je trouve que ça donne envie de regarder One Piece.
Même si, tu vois, moi, je me connais, c'est beaucoup trop long, il y a beaucoup trop de trucs. Et déjà, j'ai eu une phase manga et tout, donc j'aurais plutôt aimé les lire avant. Mais là, ce serait peut-être plus pour les regarder et tout, mais je sais que il y en a trop, en fait, donc c'est pas possible. Mais je trouve que quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, ça donne envie de regarder l'origine, tu vois, pour en savoir plus. Et plus sur l'univers, surtout, parce que là, c'est très rushé. Et donc voilà. Mais je trouve que ça va. Pareil, au début, ça fait un peu cosplayer, pas ouf. Mais on s'y fait. Et puis heureusement que toi, t'étais là et que tu t'y connaissais un peu pour me dire un peu, des fois, telle chose se passe comme ça ou quoi. Donc voilà. Mais personnellement, je trouve ça se regarde, quoi. C'est sympa. Et ça donne envie de découvrir l'univers, je trouve. Et bien voilà, l'ultime séance touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts et tutti quanti, mais également sur YouTube. Boris et Izzy, merci beaucoup d'avoir été là pour co-animer cette émission de qualité avec moi. Merci à vous. Merci. Et on vous dit à la prochaine. Salut. 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 Tu peux ranger tes écouteurs, le podcast est terminé. Descends bien à ton arrêt, ferme bien la porte des WC. J'espère que tu as bien noté les films qui t'ont intéressé. J'espère qu'on a plu à l'audience, car c'était l'ultime séance. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était bien de la merde. Oh, moi j'ai trouvé ça fort intéressant. Il casse les couilles le texte, c'est ce genre de musique là. Peut-être que je reviendrai au prochain spectacle. Je peux y aller ou pas? Vente de Schluss. Oui, vas-y. Ça veut rien dire. Oui, je sais. Toi aussi, t'as très chaud ou pas? Non, ça va. Moi, j'ai une bouffée de chaleur, là. Ben, C'est la ménopause. Et après, c'est Asie. Easy. C'est Azizi. T'as jamais vu ce mème de Aurora là qui dit souvent je suis obsédé par la mort et après elle fait oui comme ça. Voilà, c'est tout. Ça me fait. Je te montre. Non, D'accord. désolé. Super. Je suis pas un noob. Il monte ses tétons, lui. Mais après Truffaut, on sait très bien qu'il allait dans tous les clubs échangistes de Paris. Donc, on s'égare là, on s'égare. Est-ce que Hélène s'égara? J'ai faim. Ta gueule. Oh non, il recommence à faire des blagues de merde. Ok, alors c'est là qu'on va se taper. Qui ça? Qui ça? Parce qu'en Attends, vrai, y a le toi truc qui de musique, t'énervais. c'était un peu long, tu vois. Mais c'est intéressant, non? Moi, je C'est trouve pas ça Je long, sais vraiment que c'est intéressant. intéressant. Mais quand tu commences à C'est pas dire long. Oui, mais gros, oui, c'était c'est pas un long. post-rock Gros. espagnol et tout. Oui, et franchement, gros, j'avais fait toute une partie sur le style du groupe Hardzoid, parce que c'est tout un mouvement qui s'appelle le rock in opposition, nanana, qui sont en truc. Mais je me dis, c'est intéressant parce que, gros, tout le monde en a parlé en long, en large et en travers de Metropolis. C'est un film qui a 150 ans, là. Ok. Du coup, Faut tu dire des veux trucs que personne n'a dit aussi. un hein. truc nouveau. Ouais, je suis D'accord. d'accord. Moi, pour moi, on le garde, ça. Pourquoi tu fais des gorges profondes en me regardant bizarre, là? Je m'en bats les couilles de Star Wars. T'es vraiment Ok. un mec chelou. Et moi, j'en ai rien à foutre de One Piece. Ok, maintenant Moi, tu peux faire... j'enregistre juste la dernière phrase. Ouais, vas-y. Ah oui, moi, je suis plus au chômage, j'ai plus le temps. Ah mais attends, mais je suis toujours en train d'enregistrer, moi, attends.